moi, j'ai jamais autant aimé en fait vivre dans un quartier parce que j'ai été éduqué dans un quartier. Même s'ils peuvent ne pas avoir envie d'évoluer, en fait, c'est notre grille de lecture qui dit ça. Alors, bonjour et bienvenue sur ce 10e podcast Passion démentielle. Je suis Gaël Roch de C'est Démentiel Magazine et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un ami qu'on se connaît depuis plus de 15 ans. 15 ans? Plus de 15 ans. Ah ouais, t'as fait plus déjà? Non, vraiment, plus de 15 ans. Voilà, on est avec Toufik Kourich qui est avec nous. Il va se présenter rapidement. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Très bien, donc en fait, j'ai la chance d'être chauve, donc je peux être multicasquette. Et donc je suis donc Toufik Kourich, comme il a bien précisé. Je suis à la base compositeur, artiste. Ça, je l'ai mis de côté. Aujourd'hui, je suis plus compositeur pour les artistes. Je suis également conférencier dans le milieu de la connaissance de soi, développement personnel, et j'interviens souvent sur des sujets sur l'audace, sur la résilience, parce que j'ai un parcours vraiment, je sais pas comment on le dit en anglais, c'est the roller coaster, tu vois. C'est les montagnes russes, c'est ça. Ouais. Donc c'est vraiment très particulier. Et depuis peu, je fais des conférences d'entreprise également. Ok, voilà. Super. Bon, mais de toute façon, on va parler de tout ça. Exactement. Et si tu es ici, c'est justement parce qu'on s'est retrouvés, on s'est revus, on s'est croisés, voilà, parce que le temps passe. C'est ça. Le temps il file. Ça va, on n'a pas trop changé. On s'est reconnus, donc c'est déjà bon signe. C'est ça. Et puis, donc moi, j'avais envie de faire un podcast avec toi. Pour présenter ton art, pour présenter tout ce que tu fais, parce que pour moi, tu es un artiste, t'es passionné surtout. C'est vrai. Et ce podcast s'appelle Passion démentielle. Et donc, pour ce 10e podcast, je me suis dit, il faut vraiment qu'on parle de ton parcours, de tout ce que tu as pu faire dans ta vie. Et surtout, moi, j'ai envie de savoir comment tu as commencé, en fait. Qui tu étais quand tu étais enfant, pour en arriver là, pour faire tout ce que tu as fait. Parce que les gens, ils vont te découvrir à travers ce podcast. Alors, il y en a qui te connaissent déjà, bien sûr. Et peut-être que les gens qui me suivent ne te connaissent pas. Et c'est l'occasion de leur montrer que dans la vie, tout est possible. Même si on habite à Montauban. Même si on habite à Montauban, même si c'est compliqué. Exact. Si ça marche à Montauban, on le sait, ça marche partout. En plus, c'est très vrai parce que c'est souvent, en fait, quand on veut réussir dans un domaine, on a tendance à avoir des objectifs trop grands. Alors qu'il faut attaquer localement. Si déjà, localement, on arrive à avoir des résultats, on va juste multiplier nos efforts après pour pouvoir les étendre. Tout à fait. Oui, mais après, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des villes, quand même, malgré tout, qui sont plus ouvertes que d'autres. C'est sûr. De valeurs, d'esprit, etc. Mais surtout quand tu fais de la musique, on est dans une région agricole. Voilà, c'est ça. Donc, plus. Il n'y a pas de maison de disque ici. Non, c'est sûr. Au pire des cas, tu vas faire le festival de la saucisse. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et tu vas chanter Claude François pendant 2 heures. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai. Mais même si tout est en train de changer, parce que les villes, elles évoluent. Montauban, c'est quand même une ville. Nous, on a connu Montauban dans les années 80, 90. Quoi. Voilà. C'est vrai que la ville a sacrément évolué. Complètement. Mais moi, j'avais tendance à... Je suis fier de ma ville, j'aime ma ville, mais c'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir aller chercher ailleurs et pas dans sa ville, parce qu'on pense que c'est trop fermé, c'est trop petit. Et comme tu dis, c'est bien de faire ses armes. Et ensuite, une fois qu'on a fait ses armes, après, on peut aller attaquer... Alors tu sais, alors moi j'ai fait justement ça, c'est-à-dire que j'ai d'abord attaqué la ville. Ouais, quand j'ai voulu me développer, je suis pas allé d'abord sur Paris. Okay. Mes premières intentions, c'était de faire tous les concours qui étaient départementaux, comme le Tarn-et-Garonne. Okay. Tu l'as fait? Je l'ai fait, bien sûr, j'ai été finaliste. Donc et ça c'était vraiment cool parce que j'étais un rappeur, il y a le mot rock dans Tarn-et-Garonne et je me suis dit waouh, je suis finaliste quand même. Ça veut dire que quelque part, je suscite un certain intérêt. Bien sûr. Donc mon objectif, c'était d'être identifiable par les salles de concert qui étaient à l'époque celles qui dominaient tous. C'était le Rio Grande. Oui. Et le Rio Grande avec Patrick Combalbert. Tout à fait. C'était, pour moi, ce mec-là, c'est un de mes mentors. Oui. Parce qu'il m'a donné ma chance pour pouvoir faire les premières parties d'artistes que j'écoutais à la radio. Oui, d'accord. Et ça, c'est parce que justement, j'ai pas eu peur d'aller faire des petits concours départementaux, puis régionaux, puis nationaux. Mais à un moment
avant même que ça devienne un succès national, il m'avait déjà donné l'opportunité de faire la première partie de Sayan Supakru. Ah ouais. Au Rio Grande, j'avais 19 ans, de Matt Houston. Et on sait très bien que ces artistes, à l'époque, ils étaient au top. Il est au top, bien sûr. Donc, Ouais, c'est parce qu'il a senti aussi un potentiel, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui est quand même à fond dans ce milieu-là depuis des années. Ah, c'est sûr, il a une oreille. Il a une oreille et surtout, il a senti en toi, je pense, un potentiel. Alors, pour te proposer ça. Tu sais, c'est très intéressant parce que souvent, en fait, quand j'accompagne des artistes, parce que je fais de la formation musicale en ligne, et ce qui est assez dingue, c'est que le mindset, c'est le truc le plus important. Pour moi, au-delà de la musique. Les gens pensent qu'en fait, que c'est ton talent qui va faire que, ton potentiel, qui va faire que la personne va te donner l'opportunité de ton adolescence ou ta vie de jeune adulte de faire la première partie d'un artiste connu. Mais c'est pas vrai, en fait. Même si t'es pas super fort, parce qu'on n'était pas super fort, c'était pas vrai, ça. Ce qui faisait la différence, c'était l'intelligence relationnelle. C'est le fait de savoir me connecter à l'autre. Quand je suis allé voir Patrick, je suis allé le voir en toute humilité, avec une cassette. Donc voilà, une cassette, un press kit. Je lui présentais ce que j'avais fait. Il savait que j'avais déjà investi donc, sur moi en imprimant, en enregistrant ces cassettes, parce qu'un studio d'enregistrement, c'était hyper onéreux. Mais à l'époque, oui. C'était pas comme maintenant, tu as des studios à 15 balles de l'heure. Oui, c'est sûr. Donc là, c'était pas du tout ça. Et tu avais aussi le fait d'aller voir un imprimeur. Aujourd'hui, avec l'IA aujourd'hui, ou Canva, tu fais ce que tu veux. Mais avant, c'était super dur de faire ça. Donc, il voyait que j'étais sincère, que je suis allé le voir, que je savais communiquer, que je savais lui parler. Je ne suis pas allé le voir en me disant « Regarde, écoute, ça tue, fais-moi passer ». Non. Je suis allé le voir. C'est qu'est-ce que vous programmez dans cette salle de concert ? Tu vois, je me suis intéressé d'abord à son business avant de lui proposer ce que je faisais. Oui, tout à fait. Parce que sinon, le mec, il n'a pas besoin de toi. Oui, il a déjà plein d'artistes à programmer toute l'année et des artistes connus. Donc, c'est ce qui fait en fait que ça permet de créer des opportunités. Et il n'y a pas que pour ça, pour tous les autres concours qui ont suivi. Bien sûr. Donc, donc, comme je te disais, localement, quand on attaque localement, ça nous donne une certaine confiance pour attaquer au level qui est juste au-dessus. Bien sûr. Mais c'est marrant que tu me parles de Patrick Thombert, parce que moi, c'est pareil. Moi, j'ai commencé le mix à mixer. Ouais. Et j'ai appris, j'ai commencé un stage au Rio Grande. C'était génial. Du coup, ça m'a lancé. J'ai appris sur Platine Vinyl. C'est vrai qu'il organisait des stages avec des partenaires. Ouais. Et voilà, on apprenait sur de l'art tech. C'était de l'art tech et de la tech. Mais le fond et la forme, il faut savoir le dissocier. C'est ça. Ah, à l'époque, c'était les mecs qui mixaient sur c'était des techniques. Ouais, c'était des techniques, etc. Puis j'avais pas les moyens de m'en payer. Ça coûtait une blinde. J'avais 14-15 ans. Hein. Bien sûr. Et suite à ça m'a donné envie d'aller plus loin. Comme quoi, il y a des gens comme ça dans ta vie qui te donnent cette opportunité. Et ils te donnent confiance en toi. Ils te donnent confiance en toi et après tu fais quoi. Parce qu'on peut le dire ce qu'on veut, même si on essaie de se détacher du regard des autres. Ouais. Parce que voilà, le regard d'autrui détruit. Lui, en fait, ce qu'il m'a donné, c'est cette confiance. C'est-à-dire, on la cherche, cette validation, quelque part. On cherche la validation d'un professionnel et se dire, waouh, moi, je suis un amateur, genre, je ferai ça, en fait, comme je peux. Et finalement, il y a un mec qui programme toutes les stars ou tous les artistes que je peux écouter tous les jours, qui me donne l'opportunité de pouvoir me produire sur la même scène. Ça donne une certaine confiance. Tu te souviens de ta première fois justement, ta première fois sur scène. Ouais, avec lui, là-bas. Alors, avec lui, celle qui m'a beaucoup marqué, c'est la première partie avec Matt Houston. Ok. Ouais, ça m'a beaucoup marqué parce que même si on avait fait d'autres concerts comme le Terre des Garrocs, etc., pour moi, c'était incroyable de faire la première partie d'un artiste qui était dans le top 10 français. Et puis, ce qui était cool, c'est qu'il venait pas juste nous dire « Ah, ok, je vous donne l'opportunité ». C'est un mec très humain qui est arrivé, qui nous disait je vais vous connecter à l'artiste, nous présenter Matt. Et moi, Matt, aujourd'hui, je suis pote avec lui. Voilà, donc j'ai bossé pour lui pendant des années. Et je suis allé chez lui dans sa maison et il avait déjà oublié que j'avais fait sa première partie. C'est moi qui lui ai rappelé. Ah ouais, d'accord. C'est ça qui est dingue. Qu'est-ce qui devient Matt Houston, il continue en fait ses tournées avec. C'est pas l'âge d'or du rap français, je suis pas sûr, mais il fait des tournées, tu sais, où il montre les artistes de l'époque, parce qu'on a toujours cette nostalgie. Ouais, et puis lui, il a connu, j'allais te dire, peut-être l'époque des CD, non ? Exactement. Où tu faisais des physiques, mais pour moi, c'est un génie, parce que c'est un génie du marketing, c'est un génie musical, parce qu'il a écrit aussi pour les autres. Il n'a pas écrit que pour lui. Et il ne faut pas oublier aussi que un de ses plus grands succès, même si on parle que de sa propre musique, c'est le générique de Secret Story. Ah, c'est lui qui l'a fait ? Ah, c'est lui qui l'a fait. Et il avait une licence à 100 000 euros par an. Tant que Secret Story était diffusé, c'était 100 000 par an. Ah, mais quand même. C'est pas rien. Waouh. Tu vois ? C'est beau. Pour une musique qui est je pense, une des plus faciles à faire pour lui. À l'époque, il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Certes, tu te dis, ouais, c'était des sacrés artistes. Sacrés artistes, ouais. Vraiment. Ils
une vraie inspiration divine, parce que franchement, pour se connecter à l'inspiration, c'est quand même quelque chose de particulier. Bien sûr, bien sûr. Et puis être reconnu, surtout, parce que tu peux complètement aussi le faire, et puis après, bon, t'es pas reconnu. Hein. Oui, mais lui, il a toujours été très humble sur ça. Donc après, je sais il y a un avis très mitigé sur son personnage ou sur ses déboires. Moi, je préfère me concentrer sur ce que lui m'a apporté, les opportunités qu'il m'a apportées et l'humain, en fait, qu'il était. J'oublie pas l'humain qu'il était à côté. Ça ne me regarde pas, c'est sa vie. Mais bien sûr, tu vois. Mais après, ouais, tu te souviens du côté. Exactement. On a tous nos démons. Bien sûr. Ah bah ouais, on a tous des petits soucis. Hein, non Complètement. Et donc justement, pour faire ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu as créé aujourd'hui, tout ce que tu as pu faire, tu es né à Montauban. Oui, exactement. Ok. Explique-moi un petit peu ton parcours. Comment tu as atterri dans la musique? Est-ce que tu as de la famille qui est dans la musique? Est-ce que t'es qui en fait? Okay. Très bien. Alors non, je suis pas le fils à David Guetta et ça se voit à ma tête d'ailleurs. Sinon j'aurais une mèche rebelle. C'est sûr. Faudrait ça. Exactement, mais pas du tout. Mon père, il est maçon. Ouais, d'accord. Rien à voir. Ma mère, elle était aide à domicile. Ok. Donc déjà on part sur des profils qui ne peuvent pas te laisser d'opportunités dans le milieu du divertissement. Oui, et le travail c'est comme ça, c'est pas autrement quoi. Mon père il voulait juste que j'ai un diplôme. Eh ben oui. Et j'ai passé un diplôme de topographe juste pour lui faire plaisir. Et après c'était fini. Je passais à autre chose. Et j'ai jamais bossé topographe. Oui. Pourtant c'est demandé, mais pas du tout. Pourquoi c'est une génération ça aussi? Je critique pas nos parents. Hein. Même ils veulent nous mettre en sécurité. Ils voulaient nous mettre en sécurité. Ouais, bien sûr. C'est leur peur qui parle. Et ouais, c'est ça. Tu vois, c'est leur parcours. Nous, faut pas oublier que mes parents, enfin non, moi je suis la première génération née en France. D'accord, tes parents sont marocains? Exactement. Mon père il arrive à 16 ans, ma mère à 21 ans. Donc effectivement, on part pas sur des bases où on a des héritages, des terres agricoles, des bâtiments rentiers. Peut-être à une époque où... J'ai envie de te dire, bon voilà, vous avez peut-être dû souffrir du racisme un petit peu. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais ça c'est évident. C'est une des raisons pour lesquelles la plupart de mes frères ne vivent pas en France. Ils sont partis parce qu'ils avaient de meilleures opportunités ailleurs à cause de ça. À cause de ça. Alors que vous êtes, enfin moi c'est vrai qu'effectivement, mais j'ai envie de dire dans toutes les communautés, il y a des problèmes. Voilà. Mais les Italiens en ont souffert, les Espagnols en ont souffert. Tu sais. Mais c'est vrai que je veux dire, moi je vois toi par rapport à... Je te connais un petit peu. J'ai toujours eu que vous êtes toujours bien intégrés en fait. En fait, si tu veux... La politesse, le respect, c'est ce que je ressens avec Alors, je vais te répondre à ça. C'est que même si plusieurs communautés ont vécu ça dans l'histoire de France, si je suis comme ça, c'est parce que je ne veux pas rentrer dans ce triangle de Cartman qui est d'être la victime. Je ne veux pas me victimiser. Je ne veux pas dire « ouais, c'était dur, c'était compliqué, à cause de, j'ai pas pu faire ça ». Rien à foutre en fait. Bien sûr. Quand une personne en fait a un problème comme être raciste, je me dis qu'elle a un problème avec elle-même. Bien sûr. Moi je l'ai, si vous voulez le RN, un remède pour ne plus être raciste, j'en ai un pour vous. Ouais. Je suis docteur si vous voulez, pendant quelques secondes. Je vous offre l'opportunité de voyager. Voyager un maximum et vous n'allez plus devenir raciste. Ah, mais vous allez voir en fait qu'on est tous pareils de partout, tous les pays, chacun a sa bannière, tu vois, c'est... Bien sûr. C'est... Non mais je suis d'accord, mais ça, je veux dire, je pense que, tu vois, dans une vie, quand on est jeune, ça doit quand même te toucher. Ça nous touche parce qu'en fait... Nous on le... Moi c'est pareil, moi je suis français. Oui. J'ai des origines aussi. Quoi. Oui, bien sûr. Oui. Si on cherche bien, italienne. Ouais, t'as une tête de Nigérian. Voilà. Je plaisante. Mais souvent, tu sais, on me prend pour quelqu'un de notre communauté. Soit on me prend pour un Italien, ou soit on me prend pour un gitan. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Et surtout l'été. Surtout l'été. Et du coup, c'est pas que je peux pas dire, mais donc j'ai souvent eu ce souci, on m'a montré du doigt. Tu vois, en me critiquant, tu vois. Parce que c'est vrai que parfois, on juge. Oui, bien sûr. On juge facilement. Parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça. Et je pense que quand même, ça doit dû te toucher. Ah, mais c'est sûr que ça m'a touché. Inconsciemment. Non, mais c'est évident. C'est sûr que ça m'a touché. Et ça a fait le personnage que tu es aujourd'hui. Exactement, ça te construit aussi. Construit, bien sûr. Tu vois, parce qu'à côté, forcément, ça t'atteint plus avec le temps. Oui. Il y a des gens, tu sais pourquoi ça continue à atteindre encore beaucoup de gens? C'est parce qu'en fait, ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. Bien sûr. Quand tu ne travailles pas sur toi et que en fait, tu prends la responsabilité de l'autre pour toi ou bien tu la partages, mais en fait, tu prends en fait la bêtise et la connerie de ceux qui t'entourent. Bien sûr. C'est pas obligatoire. Si le mec il a un problème, laisse-le aboyer et continue de marcher en fait.
qu'est-ce que tu t'en fous, quoi. Bien sûr. Il faut être détaché. Il va s'arrêter, il va s'essouffler. Il va s'essouffler, et puis même la vie, c'est pas ça. Hier, je marchais avec un pote après notre match de basket et il me disait, putain, il m'est arrivé un truc de dingue. Cette semaine, je suis allé à la place nationale et d'habitude, je me mets tout le temps à l'Agora parce que c'est côté soleil. Et là, j'ai voulu changer de café. Je suis allé dans un café un peu chic et je me souviens plus du nom et j'étais en jogging et je me sentais un peu gêné de m'asseoir dans ce café un peu chic et en jogging. Et puis, ils m'ont servi mon café, super et tout. Et quand je suis allé payer, et la patronne m'a dit, vous voyez que même dans les endroits chics, on sait bien accueillir les gens. Et il me dit, je l'ai pris mal. Je lui dis, non, franchement, qu'est-ce que tu t'en fous? Oui, Regarde-la et dis-lui, écoute, elle a besoin de soins. Et rentre chez toi, ça t'appartient pas en fait. Ça lui appartient à lui. Ah non, mais t'es sûr. Enfin, à elle. Mais tu m'as compris, il y a un moment, en fait, il faut être détaché de ça. Il faut être détaché. On a d'autres choses à faire. On a déjà des défis bien plus grands. Bien sûr. Des défis, et puis, des objectifs aussi. Et puis, si tu fais Exactement. ça t'empêche d'avancer. Si tu commences c'est vrai, à te prendre la tête sur ce genre de choses. Mais tu vas traîner en fait tes bagages qui sont pas les tiens. Moi, je vois, il y a des choses il y a des situations qui me dérangent aujourd'hui dans la vie, parce que je suis pas d'accord, je pars dans le milieu du business. Hein. Mais il y a des gens avec qui je peux plus travailler. Et pendant longtemps, je n'osais pas dire non, en fait. Ouais. Mais alors, t'assumes ton identité. Maintenant, je sais dire non. Tant pis, on peut pas travailler ensemble parce que je sais que ça se passera pas bien. Je sais que moi, je serai pas à la hauteur de ce que tu attendras parce que tu es trop exigeant par rapport à ce que tu me demandes. Et même avec les amis. Et même avec les amis, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, justement, on est une génération, en plus, on a vu cette évolution des réseaux sociaux, de tout ça, etc. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça a enfermé les gens et qu'aujourd'hui, ça les a rendus individualistes. On est tous devenus individuels. Mais c'est pour être mieux contrôlés. Ouais, mais ça, c'est facile. Si tout le monde est isolé, en fait, il y a plus d'effet de groupe, il y a plus de combat à plusieurs. Bien sûr. Ça devient compliqué. Mais on remarque qu'effectivement, en vieillissant, j'allais dire en grandissant, mais en vieillissant plutôt, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Non. Et tu sais pourquoi? Et c'est ça avec des amis, avec la famille, avec. Ouais. Moi, j'ai 40 ans, il y a des choses que. Bienvenue au club, tu es en train de pratiquer l'art de s'en foutre. Voilà, c'est ça. Et l'art de s'en foutre, je crois que c'est un truc qu'on a dû pratiquer beaucoup plus tôt, parce que c'est un filtre naturel pour notre entourage. Ouais, puis bien tu vas attirer des gens qui vont te prendre pour quitter. Toi, Gaël, avec ton entièreté, avec ton caractère, avec tes hauts, tes bas, et qui seront acceptés, en fait. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne veut plus de boulets. Tu vois, on ne cherche pas des élèves, on veut des gens qui nous élèvent. On ne veut pas, en fait, des gens qui arrivent et qui nous critiquent pour la moindre de nos décisions. Bien sûr. Et si ça ne va pas, tu sais quoi? Le destin, ils t'apporteront des gens qui vont te convenir à toi. Bien sûr. Tout comme, en fait, dans le couple, tout comme dans l'amitié. N'importe quel domaine, pour moi, c'est pareil. C'est un filtre naturel. Il faut savoir s'en foutre. C'est pas évident. Ouais, mais j'ai pas l'impression. Alors peut-être que je compare trop par rapport aux années 80, mais moi, j'ai pas l'impression que dans les années 90, tu vois, c'était comme ça. Les relations avec les gens. Alors, c'est sûr, déjà parce que les réseaux sociaux, déjà, il n'y en avait pas. Pour commencer. Tu vois, donc, le social, c'était le bar du coin. Moi, j'ai jamais autant aimé, en fait, vivre dans un quartier, parce que j'ai été éduqué dans un quartier. Donc ici, au Chaume. Okay. Donc quartier Est, tu vois, Cité-Cellier et de ça. Et j'ai adoré mon enfance. Là où certains pouvaient dire, ouais, c'est la galère. Franchement, c'était super. Pourquoi? Parce qu'on descendait, on était 40 en bas, on jouait au basket, on jouait au foot. On faisait on inventait des jeux qui s'appelaient chasse à l'homme. Pour moi, c'était dingue. Et on n'était pas sur nos téléphones, il n'y avait pas d'ordi. Moi, j'ai kiffé mon enfance. Et sauf que je le vois, je suis papa d'un enfant qui va avoir 8 ans le 3 janvier. Et évidemment que c'est compliqué pour moi quand je vois des fois qu'il aime, qu'il demande la Switch, qu'on est obligé de réguler, qu'il préfère regarder un dessin animé sur Netflix. C'est très compliqué. Donc du coup, je l'amène avec moi, par exemple, au basket. Et il voit en fait d'autres enfants qui sont les enfants de mes amis. Et il joue avec eux. Et j'ai besoin en fait qu'ils se connectent aux autres. Ouais. Parce que je trouve que ça rend trop individualiste. Et du coup, ça nous rend beaucoup moins heureux. Puis on est des êtres humains, on est des êtres interconnectés. Tu vois, on est fait pour vivre socialement. Fait pour vivre. Toi-même, si tu as ta propre société démentielle, moi aussi à mon niveau, on souffre de l'isolement de l'entrepreneur. Bien sûr. De bosser chez soi devant un ordi, même un monteur, même Jay qui est derrière la caméra. Bien sûr. Franchement, de bosser seul, les gens ils te disent c'est cool, t'as de la chance, t'es dans ton salon ou t'es dans ton studio, mais la réalité c'est que ça nous pèse moralement. Donc on a besoin de ces interactions. Donc imagine les enfants en fait, si on les laisse grandir comme nous déjà on souffre aujourd'hui, et en plus on arrive à mettre le doigt sur notre souffrance. Eux ne le savent pas le faire. C'est notre responsabilité d'essayer de les rendre en fait plus ouverts au monde et
et de les faire voyager. Mon fils, il a déjà vu 6 pays et il a 8 ans. Oui. Et Parce que je veux qu'il s'ouvre au monde. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on disait que c'est notre génération. C'est une autre génération. Génération. Et on a quelque chose à leur apporter. Bien sûr. Et puis on met des mots sur les mots, comme on dit, tu vois aussi. Il y a des choses Qu'on accepte de dire ça c'est pas bien de réagir comme ça. Nous aussi, bien sûr, par rapport à nos parents. Parce qu'ils n'avaient pas les armes pour. Mais ils n'avaient pas les armes parce que. qu'eux aussi, ils n'étaient pas dans cette quête de se sentir bien, au fait d'aller mieux. Mais imagine-toi que la seule information, ne serait-ce que sur la connaissance de soi qu'avaient nos parents, c'était un rendez-vous chez le psychologue. Ouais. Si c'est pas un Et ça, psychiatre Et c'était pas lui. bien sûr, c'était mal vu. T'as un problème. Ouais. Problème. Ouais. Alors que maintenant, tout le monde va. Mais nous autres, je peux voir un pote, il te dit là, je vais voir mon psy parce que j'ai besoin de parler en fait de mon ancienne relation, j'arrive pas à m'en remettre. Tout à fait. C'est tout à fait normal en fait. Mais ça, faut l'accepter. Et puis, voit le cadeau que c'est en fait pour nos proches et pour nos enfants. Sans parler pour nos enfants, juste pour nos amis. Je veux dire, si toi et moi on parle, si Jay et moi on se parle autour d'un repas, s'il le faut, on va s'apporter beaucoup plus qu'en allant voir le psy. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est intéressé à tellement de sujets qu'en fait, même si c'est à travers notre propre prisme, on va être pertinent. Nos parents, en fait, c'était, écoute, même si j'ai tort, j'ai raison, parce que je suis ton père. Tu vois, il n'y avait pas de dialogue. Il n'y avait aucun dialogue. Aucun dialogue. Si tu faisais, même si tu avais tort, même si tu avais raison, tu avais fait une connerie à l'école, tu te faisais engueuler parce qu'en fait, on voulait pas que publiquement on pète la honte. Ah non, mais c'est sûr. C'est un truc de dingue, alors que maintenant, on défendrait notre enfant. Ah oui. Pour moi, c'est un cadeau, en fait. Cette information, c'est un cadeau et un poison en même temps. Tu vois, c'est ça qui est assez dingue. C'est que c'est un cadeau pour ça, et c'est un poison parce que des fois, on passe trop de temps à scroller. C'est ça. Et après, il y a des gens qui se perdent là-dedans et qui vont te dire oui, moi aussi, je pratique la connaissance de soi, et qui vont te sortir des phrases à la con. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Bon, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. C'est plus profond qu'une phrase. Mais c'est vrai que forcément, il y a forcément du biais, du positif et du négatif dans cette évolution-là. Ouais, bien sûr. C'est un peu normal. Exactement. Même si encore moi je connais pas mal de gens qui sont encore qui n'ont pas forcément envie d'évoluer. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, ils ressortent du lot. Alors, ils leur peuvent. enfant, avec leur éducation, tu vois, l'éducation. Et tu sais, ce qui est très intéressant, c'est que même s'ils peuvent ne pas avoir envie d'évoluer, en fait, c'est notre grille de lecture qui dit ça. C'est parce qu'ils savent pas comment évoluer. Et l'entourage, par exemple, toi, tu es quelqu'un de très ouvert, et nous, on l'est. Par notre devoir d'exemplarité dans notre comportement, on peut les influencer. Bien sûr. On n'a pas besoin d'être un conseiller ou de leur dire tu devrais faire ça. Juste en fait, ils vont nous voir comment on est et ils vont se dire waouh. Ouais. Et en fait, tu vas planter des graines. Et ces graines-là, en fait, c'est plus ta responsabilité. C'est très intéressant en fait parce que c'est une façon de faire du bien. Tu vas planter ces graines avec ces personnes-là, mais après c'est leur responsabilité et libre à eux de l'arroser cette graine. C'est leur jardin, c'est plus ta responsabilité. Tu as fait ce que tu pouvais, mais c'est pas à toi de les prendre par la main et te dire mais viens, je vais t'amener au bout du chemin. Non, moi je te montre le chemin et c'est à toi de marcher. Et moi j'ai un ami qui est fermé sur certains sujets. Il me dit putain, quand je parle avec toi, il me dit je sais pas comment tu fais pour être aussi ouvert. Moi je peux pas, tu vois. Et finalement, en échangeant à chaque fois comme ça, il apprend à être ouvert. Ouais, c'est des gens blessés. Ah non mais bien sûr. Non, mais tu le vois. Bien sûr. On le ressent aujourd'hui. Quand on a des gens blessés, tu le sens directement. Dans l'énergie de la personne, l'énergie, dans la façon d'être. Alors tu vois, c'est pareil, c'est marrant parce que moi souvent on essaye, quand tu fais beaucoup de choses, tu le sais, mais quand tu es actif, que tu es dynamique, tu fais beaucoup de choses, les gens cherchent aujourd'hui à te savoir, mais t'as le problème, c'est pas possible. Ouais. Mais pourquoi ? Ouais. Pourquoi tu veux faire tout ça ? Mais parce que moi c'est mon objectif en fait. Pour moi, c'est triste ce que je vais dire. Les gens pensent que c'est triste. Je me dis que j'ai 40 ans, il me reste 20 ans à vivre. Un peu plus quand même, j'espère pour toi. Non. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai 20 ans d'énergie. Il me reste 20 ans d'énergie. Je l'aurai l'énergie à 60 ans. C'est une autre forme d'énergie. Pour moi, elle peut s'entretenir dès maintenant pour qu'elle dure plus longtemps. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Je veux dire, il y a des accidents de la vie, etc. Mais ce que je veux te dire, c'est que pourquoi je me dis ça ? Parce que la vie, elle passe trop vite. Ouais. Parce qu'elle me dit ça, je me dis tout ce que j'ai envie de faire, il faut que je le fasse. Je comprends. Ouais. Et ça me met un ultimatum. T'as faim. J'ai faim. Ouais. C'est pas que j'ai envie de tout faire jusqu'à mes 60 ans et me dire, il me reste 20 ans, je veux tout faire. Non. Je me dis, si demain, il te reste que 20 ans à vivre, parce que j'ai 40 ans. Moi, mon père, il est mort à 62 ans. C'est pour ça que j'ai un peu peur de ça. Okay. Tu vois, okay. Je me dis, ça peut m'arriver aussi. J'aime la vie, je mange, faire attention à nos propres peurs. Je fume.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, je vis. Ouais. Ça, pour moi, c'est la base. Vivre. Je trouve que c'est très important de rêver. C'est très important Moi, on m'a souvent traité de rêveur. Oui. T'es un rêveur, Gaël, arrête de rêver. Pour moi, tu es au-delà d'un rêveur parce que tout ce que tu dis, tu le fais. C'est ça. Tu vois, il y a les gens qui rêvent leur vie, qui vont être là à dire ah, moi j'aurais rêvé par exemple monter une agence de com comme Gaël, etc. J'adorerais travailler avec des gens. Un mec qui dit je veux être monteur, je veux être vidéaste, etc. Et je veux filmer des événements, etc. Le mec il a des rêves. Mais c'est ce qui fait que ça reste un rêve. C'est que les mecs ils mettent aucune action derrière. Bien sûr, ils font pas. C'est l'action en fait qui fait que ça se réalise. Tous Ces gens ça reste dans ta tête. Hein. Tous ces gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit ah mais ça je veux le faire. Mais ils le feront pas. Ça fait 20 ans, tu l'as toujours pas fait en fait. Et c'est pas grave en fait que ça marche ou que ça marche pas, ça c'est autre chose. Bien sûr, c'est autre chose. Tu vois. Bien sûr. Parce qu'on le sait, l'entrepreneuriat c'est comme ça. Hein. Moi aujourd'hui ça fait 20 ans que je suis à mon compte. 18 ans exactement. 18 ans depuis 2006. Et je peux te dire, j'ai gagné sur 20 ans, j'ai vraiment bien gagné ma vie, très bien gagné ma vie, je pars très bien gagner la vie, 5 ans, sur 18 ans. Ok. Parce que quand on lance une entreprise, au début, sur les 22 ans, hein, il faut du temps. Ah ouais, complètement. Nous, on a commencé à gagner de l'argent au bout de 5 ans, hein, pas au bout de 3 ans. Hein. Tu as gagné de l'argent à se payer. D'accord. Jusqu'avant les 5 ans, c'était compliqué de se payer. Et après, une fois que la machine a été lancée, et que surtout on a entretenu le truc, voilà, on a bossé, on s'est remis en question, etc. J'ai remarqué un truc, c'est que plus tu es dynamique, plus tu vas vers les choses, plus ces choses elles se passent en fait. Exactement. Et tu sais, ce que je veux revenir par rapport au rêve, moi je reviens par rapport à ça. On me dit, ouais, on dirait que tu as la rage, on me dit ça. Et moi, oui, j'ai la rage de faire ce que j'ai envie de faire en fait. J'ai envie de vivre une vie de passion. Bon. Ouais. Alors, si j'arrive pas toute ma vie, c'est pas grave. J'aurais déjà fait pas mal de choses. Mais je trouve que la vie, elle est trop courte pour se faire chier en fait. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que tu sais que je suis passionné. Donc voilà, forcément je suis aligné à ce que tu ressens. Et tu vois ce qui est assez dingue, c'est que moi aussi ça m'attriste ça. J'en parle avec des amis, de les voir en fait avoir un job classique. Hein, je parle vraiment très classique, pas un job. Parce que on prend encore une fois Jay qui est derrière la caméra, il est vidéaste, mais c'est pas, il y a une passion derrière la vidéo, parce qu'il y a de la créativité, tu vois. Alors que quand, je veux dire, tu travailles caissière, il n'y a pas de sous-métier, mais tu sais très bien qu'il n'y a pas de créativité. À moins que tu fasses les pâtes de la personne qui a acheté les pâtes Didier, c'est bon. C'est déjà une casserole derrière. Mais en vrai, il n'y a pas de créativité. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont des boulots qui, à côté, n'ont aucune passion. Et même quand tu te mets en couple, c'est important, en fait, d'avoir quelqu'un qui a une passion. Parce que si la personne n'a aucune passion, tu es sûr qu'elle va finir devant TPMP le soir. Ah, mais c'est sûr. Et vraiment, c'est un choix, et c'est notre choix. Moi, en tout cas, c'est le mien. Et le truc, c'est que quand tu es passionné, il y a un truc que tu fais involontairement, c'est que tu nourris ton enfant intérieur. Quand tu es gamin, tu as envie de t'écœurer de tout. Tu dis, ah, c'est quoi ça? Comment ça fonctionne? Montre-moi. Pourquoi, en fait, quand tu es adulte, tu le dis plus? C'est parce qu'en fait, on t'a appris que quand tu étais adulte, tu avais des responsabilités, tu devais trouver un boulot, tu devais mettre la famille à l'abri, tu devais payer ton loyer, tu as des charges, et puis la charge mentale, elle devient énorme avec les enfants, etc. Et puis finalement, tu dis les phrases que certaines personnes peuvent dire, mais mes parents, je veux dire, je leur en veux pas, qui vont dire, en fait, ça c'est bien quand tu es gamin. Comment ça, c'est bien quand je suis gamin? Mais moi, je suis gamin à l'intérieur. Ouais, monsieur. Oui, je peux être adulte et je suis un gamin à la fois. Ouais, on m'a sorti apprendre tant que t'es jeune. C'est pas normal. Et non. Apprendre après, tout le temps. Après, c'est pas difficile. Mais en fait, si tu apprends tout le temps, tu restes jeune. Mais tu restes jeune. C'est le jour où c'est que tu arrêtes d'apprendre, tu commences à vieillir. Je me suis mis à la batterie, je kiffais de faire la batterie. Mais alors? D'accord. Et j'ai un jour, pour mes 39 ans, un truc comme ça, j'ai un pote, il m'a dit, écoute Gaël, ça coûte cher d'acheter une batterie. S'il faut, tu vas pas kiffer. Parce que c'est les mots, je vais faire la batterie. Tu t'en prêtes une et tu t'entraînes. Pendant 2 ans, je m'entraîne. Après, je remarque que tout est possible. Aujourd'hui, je suis à l'aise à la batterie. Je m'amuse, je m'éclate, etc. Et j'essaye de faire transmettre ça à mon fils en disant, tu vois, il y a 2 ans, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge. Voilà. Il y a 2 ans, j'ai envie de le faire, je l'ai fait. Voilà. Maintenant, je continue. Peut-être que je passerai à autre chose. Et aujourd'hui, quand j'entends des gens qui ont 40 ou 50 ans qui me disent, j'aimerais me mettre à la guitare. Mais, je peux te dire, j'ai pas le temps. C'est une excuse, le temps. C'est une excuse. Bien sûr que c'est une excuse. Évidemment. Même si c'est 10 minutes. Mais même si 10 minutes tous les jours. Remplace la série que tu regardes plusieurs fois par semaine sur Netflix. Remplace le scrollage sur Insta. Rien que ça, tu regardes, tu sais, quand tu regardes les stats,
que tu flippes qui a écrit 8 heures cette semaine. Ouais. Et là, tu te dis, waouh, je passais 8 heures à regarder des J'ai vidéos. rien appris. J'ai rien appris. J'ai rien appris. Je ne saurais même pas te dire qu'est-ce que j'ai regardé finalement. Rien du tout. Voilà. Donc, c'est là. Et tu vois, il y a un truc que je veux te dire par rapport à la passion, c'est que parce que je suis très passionné et moi j'ai un métier de passion à fond avec la musique et tout. Il y a un danger, c'est qu'il ne faut pas être prisonnier de sa passion. Oui. Parce qu'après, en fait, on perd tout le sens de la réalité. C'est vrai. Et là, tu peux te dire, ah non, c'est bon, ça va marcher, ça va marcher. Et là, tu investis tout ce que tu as et tu fous ta famille dans la merde. Et ça m'est arrivé, hein, donc je sais ce que c'est. Bien sûr, je pense que ça nous est tous arrivé. Ouais, complètement. Parce qu'à la limite, elle est fine. Elle est passionnée au début, mais après, quand tu deviens prisonnier de ta passion, t'es pas au courant, en fait. T'es déjà dedans, en fait. T'es déjà dedans. Trop tard. Oui, c'est sûr. Même si après, j'aime bien aussi les gens qui te disent, ouais, mais c'est bon, là, arrête, tu vois, tu t'essouffles. C'est, Oui. tu galères, t'es fatigué, t'es machin. Je déteste ce genre de commentaires. Ouais. Je suis pas ce fan. Mais ouais, mais à la limite, c'est un peu normal que je m'essouffle parce que j'arrête pas de faire. Ouais, et puis quand tu me le dis, tu m'essouffles aussi. Ouais, mais c'est vrai, parce que c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Non, pas du tout. J'ai plutôt envie d'entendre, bon, mais ça fait 20 ans. Exactement. T'as dû construire quelque chose dans 20 ans. Oui. Et puis tu fais les choses adaptées à ton niveau de conscience maintenant, à ta fatigue, à ton niveau physique, parce qu'on vieillit, et on a commencé à avoir du kilométrage. C'est comme ça, c'est la vie, quoi. Ah, mais tu dis ça, mais tu vois, à l'époque, moi, j'étais capable. Et ça, encore une fois, qui fait ça? On n'est pas nombreux. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'avant, on faisait beaucoup de sites internet. On en vendait peut-être plus que les autres. Parce que j'avais développé une technique qui était intéressante, qui fonctionnait, et on arrivait à dupliquer des sites internet. Ok. Donc on en sortait au taquet. Et quand tu fais des sites internet comme ça, quand tu en sors beaucoup, il y a toujours des gens qui te disent ouais, mais là, c'est parce que tu as de la chance, ou parce que tu vois, enfin, Ouais. ils te disent toujours que c'est J'adore cette excuse, t'as de la chance. t'as de la chance. Et moi, j'ai envie de te dire, mais non, mec, c'est qu'à un moment donné, parce que je vais te dire comment on travaillait. Qui travaillait comme ça? Pendant 6 mois, je faisais 10 heures du matin. Mais qui fait ça? C'est 5 heures du matin. Et je réveillais. J'avais mon cousin qui travaillait avec moi. Je réveillais mon cousin, que j'allais au lit. Et lui, il enchaînait. J'allais au lit, moi j'allais dormir. Et lui, il enchaînait les Chinois. Ah ouais, c'est. Et les gens, ils ne savaient pas. Et on sortait 250 sites internet. Ben. Ouais. Et après, on te dit, wow, comment il a fait tu vois, et il a de la chance. Ouais. Mais non, mais non. Mais je vais réagir à ça, sur la chance. Ce qui est assez dingue, c'est que. C'est quoi la chance, en fait, pour les gens? En fait, C'est pour la les gens, facilité. la chance, quand ils disent c'est la chance, c'est que c'est une succession d'actions que toi, tu t'es autorisé à mettre en place jusqu'à l'aboutissement de ton projet. Mais eux ne voient que l'aboutissement. Ils ne voient pas toute la galère avant. Ah non, mais c'est sûr. Eux, ils ont vu l'objectif, mais ils n'ont pas vu le chemin. Ils ont pas vu. Donc, en fait, ils parlent de chance, mais ils ne parlent pas du travail qu'il y a avant. Et il y a une phrase, en fait, qui illustre très bien ça dans la musique, qui dit « J'ai réussi du jour au lendemain en 10 ans ». J'adore cette phrase. Ouais. Parce que quand tu réussis comme ça, du coup, tu te retrouves en télé. Moi, c'était le cas en 2008, où je me suis retrouvé sur tous les plateaux télé. J'avais fait la méthode Coé, je me retrouvais sur MTV, MCM, M6, etc. Vraiment, c'était un des titres les plus diffusés en France. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on me disait la chance. Mais en fait, les mecs n'ont pas vu qu'en fait, depuis 1994, Voilà. je faisais des concours régionaux, départementaux, des scènes gratuites, des fêtes de quartier. Ça, en fait, ça, il n'y a personne qui le dit. C'est ça. Tu as investi sur toi. Donc, c'est même pas si le faux, en fait, quand tu calcules le temps que tu as mis à avoir un succès, je suis même pas sûr que ce soit rentable. Ah non, mais bien sûr. Tu vois, mais ça, ils le voient pas. Vous ne le voyez pas. Donc, en fait, Bien sûr. la chance pour eux, ils voient juste la finalité. Donc, ils traduisent ça par le premier mot qui va justifier leur médiocrité. Mais nous, notre responsabilité, c'est qu'on sait que la chance n'existe pas. Mais par contre, on travaille les conditions de la chance. On travaille comme ça. Et ça n'a rien à voir. Mais c'est bien, c'est marrant ce que tu me dis, parce que j'ai une bonne anecdote aussi. J'ai avec mon associé de l'époque, mon meilleur ami, avec qui on a monté Cédémentiel. On avait on a lancé Cédémentiel à Montpellier. Car à Montpellier, on n'avait pas de nom. On était le fils de personne. Moi, ici, à Montauban, je suis le fils de quelqu'un. Mon père, c'est celui qui a créé la fête des 400 coups à Montauban. Je savais pas. Voilà, ah bah, tu vois. Moi, Tu me l'apprends aujourd'hui. ouais. Et pendant 30 ans, mon père a créé cette fête. Et ce que je veux te dire, c'est que j'ai un nom. Ok. Voilà. Mais même si ce nom, mon père, une génération 1947, donc c'est un réseau vieillissant, on va dire. Ok. Hein, voilà.
Et mon père avait un nom, et donc effectivement, j'avais des facilités, pas pour tout, parce que mon père était du genre à me dire, attends, ça, tu vas te débrouiller comme les autres. Ok. Là, parce que je suis ton père, tu passes par les étapes. Oui. Mais pour le réseau, Et pour le réseau, c'était quand même plus facile, Bien parce sûr. que quand je voulais organiser quelque chose, j'avais juste 2-3 coups, je savais qui appeler. oui. Mais tu peux savoir qui appeler. Mais si t'es pas compétent. Ah non, mais après, voilà, les mecs, ils adoraient que j'étais dynamique, et du coup, Voilà. ils m'autorisaient tout ça, bien sûr. Exactement. Genre mon père, j'ai organisé, mon père donc, avait fait des 4-5 coups, et je lui ai proposé quand la house cartonnait en France, la tech, la house cartonnait en France, je lui ai proposé de faire venir des DJ pendant la fête des 4-5 coups, parce que moi j'étais sur Montpellier, j'avais 2 ans d'avance dans la musique house, techno, parce que je côtoyais des gens qui étaient tout simplement énormes, et ces gens-là, je les ai fait jouer à Montauban. Ok. Et quand j'ai proposé ça à mon père il m'a dit, texto, il m'a dit, ne compte pas sur moi pour que je te donne de l'argent. Et j'ai fait, ouais, mais comment je vais faire pour une petite de merde. Il m'a dit, parce que moi je suis le président de la fête des 400 coups, si je te fais travailler, que je te donne de l'argent, et moi, on va me critiquer. Ah oui. Et surtout, on t'attend au tournoi. On va t'attendre au tournoi à moi et à toi. Donc tu te démerdes. Et du coup, moi-même, j'ai dû trouver des sponsors. Et je me suis bougé le cul parce que mon père, comme il m'a dit, mon père, si tu veux le faire, ben tu le fais, il n'y a pas de souci. Moi, je te donne l'autorisation, mais maintenant, il te faut de l'argent, c'est pas moi qui vais t'en donner. Donc je me suis débrouillé, mais pas avec ses contacts, mais avec mes contacts à moi. Il y a des gens qui m'ont donné un petit peu d'argent. Et j'ai pu faire venir ces mecs-là en 2008, justement. D'accord. En 2008 à Montauban. Et on a cartonné, on a fait 5000 personnes sur la place Prax-Paris à Montauban, avec de la house et de la tech. C'était déjà vu. Ah, c'est ouf. Tu vois. Et même mon père était fier de moi, dans le sens où il me dit, putain, il est arrivé à faire quelque chose, j'ai rien demandé. Bien sûr. Et surtout, ben, les gens qui travaillaient avec lui, les membres de l'association, ils avaient rien à dire, finalement, parce que ben, il m'avait pas donné d'argent, c'était juste le coup de pouce, c'était de pouvoir le faire là. Oui, bien sûr. Voilà. De savoir en fait comment l'organiser. Comment l'organiser. Et donc, quand je suis arrivé à Montpellier et qu'on n'avait pas de nom, bah, ça a été difficile quand même, parce que j'étais le fils de personne, et c'est vrai que, et puis surtout Montpellier, c'est comme dans une ville où tu arrives, il y a déjà des gens qui sont ancrés, qui sont déjà en place, quoi. Tu vois, c'est pas toi qui va arriver, qui va tout révolutionner. Complètement. En plus, c'est une ville très dynamique. C'est une ville très dynamique. Et là, on est arrivé à l'époque où c'est la ville, c'était sous Georges Frêche à l'époque. C'était une ville qui était en plein boom. Vraiment, elle avait des belles ambitions, et du coup, on a pu évoluer et grandir avec. Et ce que je veux te dire, c'est que nous, notre force, c'est que tous les jours, on se levait, on se forçait, on gagnait pas, on gagnait rien, mais on se forçait à se lever et aller démarcher, aller à Montpellier et aller frapper aux portes, aux commerçants pour vendre nos services, de la pub, etc. Mais on faisait jeune, on avait 21 ans, 22 ans. Donc les gens, ils nous accordaient pas de crédibilité, ce que je peux comprendre aussi, mais avec le recul, je me dis, putain, il y a des mecs qui nous ont lâché 700 balles, parce qu'ils ont cru en nous. Et en fait, où je veux en revenir, c'est que on a fait que ça, on va dire démarcher. Donc les gens nous ont vus dans la rue, partout. Et on avait des t-shirts à la con comme ça. Parce qu'à l'époque, il faut remettre ça dans le contexte, à l'époque, on ne mettait pas des phrases sur des t-shirts. Et nous, on a été les premiers à mettre des phrases sur les t-shirts. Genre, on avait fait un t-shirt, j'aime la compote. Et dans le dos, il y avait écrit, et toi, tu aimes la compote. Tu vois, des trucs décalés, tu vois. Ouais. On voulait que les gens nous montrent du doigt. Et à force que tous les matins, on allait démarcher, on allait dire bonjour aux commerçants, même s'ils ne nous payaient pas. Bonjour, vous allez bien? Bien sûr. Ils se sont dit, mais c'est des fous ces mecs. Tous les jours, ils sont là. Tous les jours. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui a dit, bon, moi, ça m'intrigue en fait. Qu'est-ce que vous vendez? Tu vois ce que je veux dire? Et on s'est fait connaître comme ça. Et les gens te disent, c'est de la chance. Et après, en fait, toujours pareil, c'est pas de la chance. C'est que pendant 3 ans, tous les jours, on allait en vide et on allait démarcher des gens sans attendre un retour. Et on était poli et on était respectueux. Et à force, après, ça a payé. Voilà. Et d'ailleurs, un jour, on fait des articles, on présente des artistes. Et un jour, on va dans la rue à Montpellier. Là, il y a un mec en train de jouer de la guitare, qui joue trop. Mais vraiment, c'est 9h du matin, je m'en souviendrai toujours. À Montpellier, il y a beaucoup d'artistes musique, des gens qui jouent dans la rue. Je fais bien la guitare, t'as vu? Ouais, je vois très bien. Moi, je me parle avec les mains. Donc le mec, il joue de la guitare, et il joue très bien. Et je dis à mon pote, je lui dis, écoute,
J'attends qu'il finisse la musique. Il faut vraiment qu'on lui fasse une interview, qu'on le mette en avant, ce mec, parce qu'il est vraiment trop fort. Mon pote, il s'en fout un peu. Il va à s'acheter un croissant. Et pendant ce temps, il y a 2 types qui arrivent, des locks jusqu'ici, qui pareil sont interpellés parce que le mec il veut trouver. Et là, ça parle américain. Je me dis, putain, c'est bizarre, ça parle américain. Donc moi, au culot, hop, je commence à y aller avec mon petit accent. Au culot, toujours pareil. Et je commence à demander qui c'est, quoi. Vous faites quoi? Parce que c'est bizarre quand les Américains, avec un style, tu vois. Et en fait, c'était les anciens des Wailers. Énorme. Les mecs, ils sont là, 9h du matin, en train de regarder le truc. Mon pote, il revient avec son croissant, il s'achète un croissant, et je fais, c'est quoi, qui c'est ça? C'est des mecs des Wailers. C'est pas possible. Et à l'époque, on avait une toute petite caméra avec nous, qu'on prenait tout le temps avec nous. Voilà. On se disait, c'est jamais s'il y avait un truc à filmer. Et là, le mec me dit, vous êtes... si vous voulez, on a des studios de répétition. En fait, on s'entraîne parce qu'on fait un concert à Orange. Et on ne s'est pas regroupé depuis 40 ans. Et on se revoit à Montpellier. Montpellier nous a prêté une salle de concert pour qu'on s'entraîne. Énorme. C'est 9h du matin. Les probabilités. Ouais. Et moi, j'ai dit, on y va. C'est dingue. On est allé. On a passé la journée avec eux. J'ai filmé. J'ai encore le film. Tu vois. Et ce que je veux te dire, c'est que c'est complètement fou, ça. Si j'avais écouté mon pote, on trace. Bien sûr. Ça nous a pas rapporté d'argent. Non. Mais moi, ça m'a prouvé que la chance, elle se provoque. Alors, il y a un sujet très intéressant dans ce que tu viens de dire, surtout quand tu as dit, regarde, c'était pas prévu. Hein. D'ailleurs, t'es pas allé pour passer une journée avec les Wailers. Non, tu vois. Pas du tout. Tu vois. Et ce qui est assez dingue, c'est dans le parcours, en fait, d'une personne qui est en mouvement, quelle qu'elle soit, que ce soit juste pour la passion, c'est-à-dire sans l'aspect pécunier à en vivre, etc., ou pour quelqu'un qui veut vivre de sa passion ou qui est entrepreneur, c'est que souvent, en fait, dans notre projection, on veut pratiquer, enfin, on veut mettre en place une première action et on pense qu'elle va nous donner tes résultats. Mais c'est pas vrai, en fait. Ça, c'est notre projection. C'est dans l'idéal, c'est ce qui va se passer. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est que souvent, tu vas avancer, tu vas être sur ton chemin et tu vas avoir des opportunités que tu n'aurais pas forcément devinées. Il y a des chemins qui vont se dessiner que tu n'aurais pas toi-même, en fait, projeté dans ton esprit. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec les Wailers. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on me demande des fois pourquoi je fais de la conf ou des conférences. J'ai été invité, en fait, la première fois grâce à un ami qui s'appelle Yannick Alain, sur une conf sur le développement personnel qui se passait sur la scène du Grand Rex. Donc, c'est pas rien, c'est 1000 personnes. Il y avait 1000 personnes. Et c'était la première fois sur scène. Et moi, je voulais pas, en fait. Je me suis dit, non, monter sur scène, parler avec toi, sur la connaissance de soi, à travers mon parcours. C'est pas pour moi, en fait. J'avais peur, en fait. Mais il y a un truc qui m'a toujours l'idée quand j'étais gamin, c'est que la peur est un signe chez moi, en fait. C'est-à-dire que si j'ai peur de faire quelque chose, c'est qu'il faut que je le fasse. Ouais. Ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre. Si je ne vais pas là où j'ai peur, ça veut dire que je préfère rester affalé sur mon canapé et je vais rester dans ma zone de confort. Ouais. Et ce qui est assez dingue, c'est que moi, mon chemin, à la base, il est artistique et musical. Je monte sur cette scène, une opportunité arrive. Une autre conf d'un autre mec super connu qui s'appelle Laurent Marchand m'invite cette fois-ci à faire le Palais des Congrès à Versailles avec lui. 700 personnes. J'y vais, on cartonne. Je dis ok, cette conf m'attire encore une autre conf au Bascala. Pareil, 1000 personnes. On revient, et là je me dis, il y a une amie que j'avais rencontrée qui s'appelle Astrid Desballons qui cartonne aujourd'hui, vraiment si jamais vous allez la regarder, elle est hyper suivie, je crois qu'elle a plus de 340 000 personnes sur Insta. Elle est dans le dev perso, la connaissance de soi, là aussi une agence de marketing et de com. Elle m'appelle pour participer en fait à faire ma première conf en entreprise pour son mari qui a un restaurant qui s'appelle l'Ambassade de Bretagne à Avignon, que j'ai fait il y a 2 semaines. Première conf en entreprise. Est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un qui est en studio, qui fait de la musique pour artistes même, pour Booba ou pour Nino, comme tu le sais très bien, se retrouve en fait à faire des confs sur scène, dans le dev perso, et en entreprise avec 15 salariés dans une salle de réunion au Novotel? C'est pas un truc que j'aurais envisagé, parce que c'est pas un truc que j'aurais pu moi-même imaginer. Mais par contre, c'est en avançant que les chemins se dessinent encore une fois. Bien sûr. C'est en avançant que les opportunités, elles arrivent, et après, c'est à toi de les saisir ou pas. Mais si tu arrives à te connaître, c'est pour ça que la connaissance de soi, c'est important. Que tu sais qu'à chaque fois que tu as eu peur, tu fais le lien en fait dans ta vie, tu dis, j'avais peur de faire ça, et quand j'y suis allé, putain, waouh, j'ai découvert en fait le cadeau qui se cachait derrière. C'est d'ailleurs pareil quand on veut se mettre en couple.
tu vas jamais vers une fille qui est trop facile. Tu restes jamais avec une fille qui est trop facile. Tu vas toujours vers celle, en fait, qui peut te rejeter. Ouais. Parce que tu en as peur. Tu vas pas vers celle qui te dit oui, oui, bien sûr. Pas de souci. Non. Oui, c'est vrai. Et donc le cadeau, il est là. C'est le fait d'avancer. Tu as avancé, tu as vu les whalers, mais c'était pas prévu. Bien sûr, bien sûr. Tu pouvais pas le prévoir. Tu n'aurais pas prévu que tu aurais, ce jour-là, cette caméra, et fait un tournage, et après, tout à fait. développer toutes tes idées qui sont autour de ton agence de com, et te dire, je vais faire une capsule vidéo sur ça. C'est sûr. C'est ça, en fait. C'est ça la beauté de la vie, tu vois. Ah, c'est, oui, tout à fait. c'est qu'en fait, on pense des fois, tu sais, quand les gens ils te disent, écris ton plan d'action. Mais ton plan d'action, il faut que tu acceptes une chose, c'est qu'il est modulable. Bien sûr. Et il y a des choses que tu ne contrôleras pas. Un prévisuel, quoi. Oui, mais c'est jamais sûr. C'est jamais sûr. quoi. C'est jamais sûr. Ouais, Il y a forcément des choses qui vont arriver que tu n'auras pas devinées ou que tu n'auras pas en fait écrit dans ton plan d'action. Mais c'est fait. Et d'ailleurs, j'adore le mot qu'un ami m'a appris parce que je connaissais pas du tout ce mot. C'est la beauté de la langue française. C'est la sérendipité. Ok, je comprends pas. Mais... La sérendipité, c'est l'art de faire une erreur, mais derrière cette erreur se cache une opportunité. Comme une fois, ça nous est arrivé. Ah, c'est sûr. Tu vois, C'est sûr. t'arrives, tu dis je vais faire ça et tu merdes. Et en fait, le fait d'avoir merdé, t'as attiré quelque chose d'autre encore mieux. Encore mieux. Ouais. Mais ça nous arrive très souvent. Bien sûr. C'est tout le parcours de nos vies respectives. Ouais, tout à fait. Et de toute façon, quand tu vas de l'avant, quand tu avances, il se passe des choses. Il se passe tout le jour. En fait, c'est ce que tu l'as dit quand ça avance. Quand tu restes fixe, je suis bien passé pour le savoir, j'habite à la campagne aujourd'hui et je le vois. Quand je décide de rester à la campagne, il ne se passe rien. Les connexions ne sont pas folles. Ouais. Quand je décide de sortir de ma zone de confort, parce que la campagne nous va bien, Oui. voilà, Ok. il se passe des choses. Ah, j'ai un truc à te partager sur ça. Et ça, j'adore. En fait. Ça me parle. Gaël, qu'est-ce qui fait que les gens n'avancent pas? La peur. Ah, on y est, super. Est-ce que tu sais quel est l'animal qui tue le plus dans le monde? L'humain. Dans le top, et ça, c'est répertorié par les statistas, si jamais tu regardes. D'accord. Franchement, je ne saurais pas te dire. Le serpent, peut-être. Il est classé dans les 10 premiers. D'accord. Et le premier, c'est le moustique. Ah ouais. C'est presque 1 million de personnes par an qui meurent à cause d'un moustique. D'accord. Enfin, de plusieurs moustiques. Ouais. C'est énorme. Ouais, mais... C'est assez dingue, tu vois. Ouais. Et ce qui est assez dingue, c'est que c'est presque invisible un moustique. Parce que quand il t'a piqué, en général, tu l'as pas vu venir, il t'a pas prévenu non plus. Et il est déjà parti. Et, tu sais, tu tapes sur ta cuisse, il est plus là. Il est plus là. C'est très petit, donc tu le vois pas à l'œil nu. Et la peur, c'est encore plus invisible. C'est même invisible par rapport au moustique. C'est encore plus petit et finalement, ça tue plus que ça. Ça tue tes ambitions. Ça tue, en fait, le jour où tu as eu l'idée de lancer un projet, tu l'as pas fait, ça l'a tué. Ça tue la fois où c'est que tu as vu cette femme et tu dis, putain, j'aurais dû lui parler. En fait, ça a tué en fait, ton courage. Sûr. La peur tue beaucoup plus. Et la peur tue tout ce que tu peux avoir dit, avoir fait, ça l'a tué. Ah, ça l'a tué. Mais moi, je vois des fois, j'ai des projets, j'ai envie de lancer des projets. Et je le vois, ce que tu dis, c'est marrant, parce qu'il y a certains projets où j'ai vraiment peur. Et je me dis, quand j'ai peur, il faut que j'y aille. Mais c'est ça. Et c'est la meilleure des... Et je me dis, c'est bien d'avoir peur, en fait. Parce que, quand tu comprends que c'est bien d'avoir peur, parce que quand t'as pas peur, quand tu te poses pas de questions, tu réfléchis pas. Oui. Quand t'as peur, tu te poses trop de questions. Mais, et ce qu'il y a, c'est dingue, c'est que c'est une création de l'esprit. Ouais. Ça n'existe pas. Et oui. Ça veut dire que c'est un ressenti, certes, mais ça n'existe pas. Alors, des fois, ça peut être un moteur. C'est très vrai. Mais très souvent, c'est un frein. Et souvent, en fait, la peur, elle est plus petite que ton courage. Mais toi, t'en fais tellement un monde dans ta tête parce que on a des facilités à projeter des scénarios catastrophiques très facilement que plutôt que de projeter des scénarios positifs avec du succès. Ça, c'est très compliqué, en fait, fou, quand même. pour nous. Mais oui, Tu remarques bien. mais tout le temps. Quand, en fait, tu vas dire, par exemple, je vais prendre la voiture et je vais aller jusqu'à Paris d'une traite. Attends, laisse tomber, j'espère que je vais pas m'endormir en route. En plus, les soirs, et ceci, il y a les camions, les poids lourds. Tu penses à toutes les... Mais ça va pas, en fait, la tête. En fait, en vrai, non. La peur, tu la démontes de suite. Tu dis, ça va, toutes les 2 heures, je vais faire une pause, je vais boire un café, je vais discuter avec un ami, je repars après 15 minutes après. En fait, il existe des choses. Ça me fait penser, c'est marrant ce que tu me dis ça aussi, parce que ça me fait penser, quand j'ai fait mon premier voyage, je suis parti à l'étranger, c'est un ami à moi qui m'a dit, je te paye le billet, parce que sinon, si tu attends après les autres, tu ne feras jamais. Il m'a dit ça, hein. Mais c'est sûr et Texto. Et du coup, je le remercie, il se reconnaîtra, il s'appelle Rémi, je le remercie d'avoir fait ça, parce que du coup, il dit, je suis allé, Oui. et il m'a dit, je dis, ouais, mais j'ai trop peur.
Justement, on en parle. J'ai trop peur parce que je connais pas, je Ouais. vais aller, je parle anglais, mais est-ce que je vais y arriver, etc. Il me disait, mais prends ton temps. T'y vas, t'es pas pressé. S'il faut que tu fasses une pause à l'aéroport, Je fais une pause. tu fais une pause. Si t'as envie de rester 1 heure à l'aéroport parce que ça te rassure, tu regardes les gens, comment ils vivent, comment ils agissent. Déjà, tu vas avoir des différences avec la France. Ouais. Déjà. Et hop, et une fois que tu es prêt, allez, hop, tu te lances. Ok. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai kiffé. Et d'ailleurs, ça a été le point de départ de nombreux voyages à partir de là. Souvent, on a peur. Oui. Et souvent, j'entends des gens qui veulent partir seuls aussi, tu sais. Ils Ouais. veulent partir Et qui ont peur de seuls. partir Après, seuls. je peux pas, Ouais. machin, etc. Après, je peux comprendre par rapport aux interactions sociales. J'ai fait cet exercice il y a 2 ans et j'ai des amis qui partent seuls et ils me disent non, tu devrais essayer. Je dis franchement, je peux pas. Moi, je sais pas kiffer si j'ai pas des potes ou quelqu'un qui m'entoure. Moi, je kiffe dans le partage d'expérience. Je sais pas en fait. Tu peux me mettre le plus beau paysage en face si j'ai pas une personne avec qui le partager, mon fils, un pote, Ouais. des potes, une famille, ma copine. Non, c'est mort en fait. D'accord. Et du coup, il dit ok, je vais le faire et tout. Donc j'ai vu un billet qui était relativement pas cher en plein décembre il y a 2 ans. Et je suis parti à Marrakech 3 jours. Et J'ai dit allez, je vais faire 3 jours à Marrakech. C'était en décembre, il faisait 18 degrés. Ça va me changer un peu d'en France. Tu vois. J'y vais. Je suis allé. Écoute-moi, je me suis fait chier comme un rat mort Ah ouais. à marcher dans les rues. Je dis je plus jamais. Ah ouais. Parce que c'est bon, je le sais. Ouais, tu le sais, t'as essayé, ouais. Au bout du 2e jour, je me parlais à moi tout seul. Je me faisais mes questions-réponses. Je dis c'est bon, en fait, je vais devenir fou en fait. Ouais, toi, tu veux pas. C'est pas pour moi. Pas pour toi. Ouais. C'est pas pour moi. Mais t'as essayé. Ah oui, j'ai essayé. Voilà. Ça, c'est Mais c'est pas pour moi. Après, voilà, c'est soit tu essayes et tu te dis, bon, mais c'est pour moi, je vais continuer. Non. Plusieurs. Non, et tu sais ce que j'ai fait? J'ai eu ce truc d'acheter des vêtements, des vestes, etc. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'en fait que je comblais Comblé. ce manque émotionnel à travers de l'achat compulsif ou impulsif. Je sais pas. Compulsif, c'est. Donc Et tu parles quand même marocain? couramment comme le français. Ouais, donc tu te sentais à l'aise quand même. Oui, après ça va parce que là-bas, même là-bas, ils parlent en français. Oui, il parle français. Donc ils parlent en français avec les touristes, donc c'est facile. Mais du coup, en étant seul, t'as pas fait des rencontres? Et Quand même exceptionnel. alors, ce qui est assez dingue, c'est que je suis très sociable. D'accord. Souvent en one-to-one. Ok. C'est-à-dire, toi, face à moi, quand c'est une personne, je suis quelqu'un qui me connaît très vite. Une très bonne intelligence relationnelle pour me connecter à une personne, mais je suis très mauvais pour me connecter à un groupe. Sauf quand c'est des conférences, parce que c'est très différent, il y a un contexte. Mais quand il s'agit de faire connaissance que la personne ne te connaît pas, je ne sais pas me connecter à un Ouais, groupe. d'accord. Quand je vais en vacances, j'ai jamais fait ami avec le voisin qui avait loué son Airbnb. Oui. Jamais. Oui, oui. Par contre, en one-to-one, oui. Si je croise la personne comme ça, il n'y a que elle et moi qui discutent, on va accrocher direct, et là, on va se parler, on va s'offrir l'opportunité de manger ensemble en famille, etc. Mais en groupe, je suis vraiment pas... Vraiment pas. Je vais rarement vers l'autre, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, mais c'est. Écoute, je te connais. Parce que, en fait, je me connais à travers ce qu'on parlait de connaissance de soi, parce que on a tous nos blessures. Tu connais les 5 blessures de l'âme, ce livre qui parle justement de nos blessures personnelles. Je sais pas si tu connais. Si, je connais. Voilà, et moi, ma blessure, c'est le rejet. Ouais, d'accord. Donc j'ai peur d'aller voir un groupe parce que j'ai peur d'être rejeté. Je le sais aujourd'hui, mais avant je le savais pas. Et j'ai peur de ce rejet, donc du coup je. Alors qu'au one-to-one, t'as pas de rejet, quoi. Ah, mais c'est sûr. Y a rien, quoi. Et moi, j'ai cette force. Je pense que c'est après, voilà, on l'a ou on l'a pas. J'ai pas eu besoin de me forcer à la travailler, en fait, finalement. Ou moi, quand je vais quelque part, Tu te connectes. ah ouais, je me connecte. Et je fais des rencontres de ouf. Je Ouais. fais des rencontres de ouf. Un jour, je fais le tour de l'Europe. Alors, déjà, je prends un billet un jour. Je prends un billet et je fais Toulouse, Londres, Londres, Amsterdam, Amsterdam, Prades, Prades, Berlin, Berlin, Genève, Genève, Milan, Milan, Toulouse. Ok. Je prends que des billets. Allez, Ok. ça coûte moins cher. Je savais pas que ça coûtait moins cher. Et ça coûte moins cher. Ouais. Genre, Toulouse, Londres, Amsterdam, c'est 19 € avec EasyJet. D'accord. Voilà. Donc, et c'est ça à peu près les prix, hein, 20 balles, 20 balles. Alors, C'est quand tu prends le retour que ça coûte plus cher? mais j'ai l'impression, mais en fait, au final, ouais, tu fais une boucle et finalement, ça me revenait, alors, avant Covid, hein, maintenant, j'ai pas refait le test, Ouais. mais ça me revenait à 190 balles à Ok. peu près pour faire toutes ces destinations. Ok. Et donc, la journée, j'étais seul, et le soir, je prenais des auberges jeunesse pour me retrouver avec des gens, quand même. D'accord. Pas me retrouver tout Ouais, oui, seul, et je voulais échanger. Hmm. Et j'avais, j'essaie toujours quand je vais à l'étranger, comme ça, dans cet objectif-là, je pars tout seul avec un sac à dos. C'est vraiment l'objectif. Alors, c'était l'objectif d'aller chercher des idées de qu'est-ce qui va se passer dans la com, dans le marketing. Ça, c'est très bien de faire. Ouais. Voilà, pour revenir et avoir des idées, dire, bon, ben voilà, là, par exemple, tu vois les panneaux LED dans les Oui. magasins, ben,
5 ans avant tout le monde, je disais à des clients, il faut mettre des panneaux LED dans les magasins, parce que là-bas, ils les mettent. Maintenant, tout le monde met des panneaux LED dans les magasins. Ouais. On met des écrans, tu vois. Oui, Voilà. complètement. Mais c'est vrai que de voyager, ça ouvre l'esprit sur des idées, en fait, parce que je trouve qu'en France, on est quand même un pays où on est des starters sur certaines innovations, notamment, en fait, dans la tech. C'est franchement, on est très, très fort. Quand tu vois Mistral, Oui, c'est sûr. voilà, il y a quand même des sociétés qui sont en train de dominer. Bien sûr. Mais on est rarement, en fait, ceux qui représentent la locomotive. Oui. Ah, non, c'est sûr. On est souvent des suiveurs. On va suivre le modèle américain, le modèle chinois, etc. Tu vas dans le nord de l'Europe, Ah oui, ça n'a rien à voir. ils avancent, ils ont une ouverture d'esprit qui est un peu plus... Mais quand tu vas, par exemple, à Londres, tu vois des commerces. Moi, ça m'avait bluffé. J'avais vu, en fait, une sorte de miroir comme ça. Tu te mettais devant. Il n'y avait que ta tête qui était là. OK ? Et en fait, tu choisissais les tenues. C'est-à-dire que dans le magasin, et les tenues qui étaient là, projetées c'était un écran, en fait. Ouais, Avec le miroir, c'était que pour ta tête. Tout le reste, tu croyais que c'était un miroir, mais c'était un écran. c'est défend. Et en fait, ça projetait les tenues pour que tu puisses te projeter et te dire comment ça peut t'aller avant même de l'essayer. Mais j'ai jamais vu ça ici. Oui, à Londres, pour ça, c'est... Ouais. J'ai jamais vu ça ici. Tu vois, ça donne des idées, en fait, que difficilement tu peux avoir ici parce que tu es enfermé. Mais heureusement, avec Internet, quand même... Et moi, tu vois, en voyage, justement, quand je faisais ces voyages, j'allais toujours avec une carte de visite, quelque chose qui était traduit en anglais, Oui. pour laisser une trace, C'est sûr. que les gens me comprennent. Et en voyage, j'ai rencontré une styliste qui a kiffé ma poule, parce que bien sûr, je jouais avec la poule. Et puis c'est universel. C'est là que je me dis, je parle en anglais, il le comprend. Ouais, je parle allemand, il le comprend. C'est génial. Oui. Et donc, j'avais fait des cartes postales où on me voyait avec ma poule, voilà, et le site internet, et tout ça. Et je donnais ça aux gens. Et un jour, je tombe sur une styliste américaine, OK. pas quelqu'un de connu, hein, quelqu'un qui avait monté sa boîte, qui était fort dans son domaine, etc. Mais elle tombe sur mon délire de la poule, elle kiffe. Du coup, je décroche mon premier contrat en voyage. Ouais, c'est vrai. Je suis en voyage dans une auberge de jeunesse et je lui fais son logo, ses cartes de visite, ses flyers. C'est pas grand chose, Non, mais bon. mais ça part aux États-Unis, quoi. Tu vois. Et elle continue à avoir, elle continue de cette marque en plus, donc ça fait plaisir, quoi. Tu vois. Puis je l'ai rencontré en voyage, quoi. Complètement. C'est fort, tu vois. Comme quoi, quand on va de l'avant, on avance. Voilà. Tu vois, c'est encore ce qu'on s'est dit. C'est Les possible. opportunités se Mais créent. j'en ai parlé aussi dans un autre podcast parce que j'ai eu la chance j'ai rencontré James Brown. Ouais. Voilà. Et Quand tu es venu à Montauban. quand il est venu à Montauban. Et c'était interdit d'aller le voir. Il fallait pas aller le voir parce que c'était comme ça. Mais moi, j'avais l'idée en tête d'aller le voir. Bon, c'est pas parce que je connaissais du monde. Ouais. Parce que même en connaissant du monde, c'était pas possible. Ouais. Mais moi, dans ma tête d'enfant, j'avais 16 ans et il fallait absolument que je le voie. Et je l'ai vu. Ouais, l'importance d'avoir une vision. Ouais. Et c'est que c'est fou ce truc parce que tu vois ce que c'est un vision board. Oui. Tu vois, c'est ce tableau que tu crées toi-même avec chacun fait ce qu'il veut. Mais par exemple, j'ai un ami à moi, quand je l'ai connu, il était dans des situations très compliquées. Il y a plus de 10 ans, plus de 12 ans. Et il avait fait un vision board. Pourtant, il était dans des situations très compliquées. Et dans son vision board, il avait une voiture de luxe, il avait une maison à toit plat, blanche, il avait la piscine, il avait découpé un avion dans un magazine, donc il a mis comme quoi il voulait voyager. Il avait mis $1 américain, il avait rajouté genre 1 million, les zéros pour que ça fasse 1 million sur le billet. Il avait vraiment ce besoin de confort. Et moi, j'ai jamais fait de vision board et j'ai regardé, j'ai dit, tu sais, un peu, à l'époque, je connaissais pas tout ça et je me suis dit, parce qu'il est barré, le mec. Il est complètement barré, il a découpé des feuilles de magazine et tout. Et en fait, en 5 ans, il a fait 11 millions. Ah oui. Le mec, en fait, ça a nourri Non mais. sa motivation à bosser. C'est-à-dire que tous les jours, c'était son vision board, il était juste là, derrière son ordi. Et tous les jours, quand il bossait, c'était son objectif. Parce qu'en fait, il était dans la galère et qu'il voulait absolument en fait, atteindre ce niveau de confort. C'est là que je me suis dit, en fait, c'est vrai, quand tu nourris une certaine vision, comme j'ai pu le faire dans la musique, parce que j'avais une vision, mais j'avais pas de vision board. C'est-à-dire que gamin, je savais que je voulais vivre de la musique. D'accord. Alors, très, très, très jeune. D'ailleurs, je n'ai pas répondu à ta première question, comment ça a débuté. C'est très particulier parce que jamais j'aurais pensé faire de la musique. D'accord. À la base, c'est que à l'âge de 14 ans, dans un collège, j'étais en 3e, au collège Olympe de Gouges. Okay. Et il se trouve que quand tu es dans un collège comme ça, Olympe de Gouges à l'époque, c'est aussi un collège de quartier. Et c'est un collège de quartier où les gens comme toi sont les minorités.
tu vois. Et donc, quand tu leur dis de jouer de la flûte en musique, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas, les gars, ils vont te dire, laisse-moi tranquille avec ta flûte, tu vois. Et en fait, il y avait un prof, paix à son âme, qui s'appelait Monsieur Ladanius, D'accord. qui était un super prof qu'on a perdu, je crois, il y a plus de 3 ans de cancer. Ok. Et qui a dit, ok, bon, ben, vous savez quoi, je vais vous montrer quelque chose. Et là, il nous sort Cubase. C'était le premier Cubase SX, tu vois. Il nous montre Cubase et il avait refait le titre qui avait du succès à ce moment-là, qui était Gangsta's Paradise de Coolio. Ah, mais Écoute, imagine le prof que t'avais. un prof de fou. Et là, on regarde, et là, comme on était à fond rap, nous, tu sais, c'était l'époque oui. d'Alliance Ethnique, tout ça. Bien sûr. Et NTM, tout ça, et on regarde. Waouh, et moi, ça m'a fait un truc. Ah ouais. Et j'ai fait quoi? En fait, moi, dans ma tête, je pensais qu'il fallait faire le conservatoire et que c'était trop tard. Et mes parents, je savais qu'ils n'avaient pas les moyens de me payer un conservatoire. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, je peux apprendre à faire ça chez moi. Mais là, déjà, posséder un ordinateur, c'était un luxe à l'époque. Bien sûr. Donc, c'était pas possible pour moi. J'ai dû attendre mes 18-19 ans avant d'avoir mon premier ordinateur. C'était trop cher. Ah, maintenant, c'est rien. À 600 balles, tu peux avoir un MacBook, tu vois. Hors d'occasion, bien sûr. Et j'ai regardé comme ça et je suis allé le voir et tout. Et j'ai dit, ouais, j'adore, en fait, je voudrais apprendre. Et il me dit, pourquoi et tout? Parce qu'en fait, le contrôle, c'était de rapper les parties de Coolio en anglais. D'accord, ok. C'était ça, il fallait réviser ça. Donc, il y avait c'est comme un cours d'anglais et en plus de MAO, parce que tu regardes et tout. Musique. Je dis, ok. Et tous les mercredis, il faisait des cours. Enfin, il préparait ses cours le mercredi après-midi. Et il me dit, bon, si tu veux, tu viens quand je prépare mes cours, tu t'assois, mais tu me déranges pas. Bon, mais évidemment, c'est tout le contraire que j'ai fait. Je lui ai cassé les couilles. À chaque fois, comment on fait ça? Mais t'as pas d'ordinateur. Mais je veux savoir, qu'est-ce que t'as fait là? Ok. Quoi? Avec ça, on peut créer des accords. Avec ça, on peut faire ça. Ah, putain, ça me rendait fou, en fait. Et là, je me suis dit, ok, je vais créer mon premier groupe de rap. Mais comme j'avais pas les moyens encore d'avoir un ordi, ben j'achetais à l'époque des vinyles pour avoir des faces B. Parce qu'en fait, à l'époque, quand tu achetais un titre de IAM, t'avais souvent le deuxième titre, c'était l'instrumental. Tu vois. Et donc, on a monté un groupe avec un mec qui s'appelle Hotman, qui aujourd'hui fait du slam. Et on s'est dit, tiens, on va faire un groupe de rap. Et on a fait la première scène pour le collège au théâtre ici. Et ça m'a fait tellement kiffer parce qu'il y avait tous les musiciens du collège, les profs et tout derrière nous. Et comme quoi, t'as vu? Et ça a fait naître une passion. Un prof qui t'a sorti ça. Tu sais. Et le mec, là, est-ce que tu as eu le temps de lui dire qu'il t'a inspiré? Ah, bien sûr. En fait, c'est carrément. En fait, je suis allé le jour où c'est que ça a marché en 2007-2008, que mon premier succès est arrivé avec DJ Assad. On avait des vinyles et des CD. J'avais vinyle et CD. Et j'ai cherché. Il était plus au L'Homme de Gouges. Ils m'ont dit maintenant il est prof à Michelet. Je suis allé à Michelet le voir et tout. Donc je suis allé le voir. Je lui ai dit tenez, je vous tenais à vous offrir et tout ça parce que c'est grâce à vous. J'aurais jamais pu faire ça si vous m'aviez pas donné l'opportunité et surtout la patience en fait. Parce que vous m'avez juste planté une graine et encore une fois je l'ai arrosé. J'aurais pu m'en foutre et me dire et j'aurais pu trouver des excuses très simples. C'est trop cher un ordinateur, logiciel trop cher. On est à Montauban, tu vois. Ici quand on dit que t'as pas de réseau, on parle de téléphonie aussi. Donc j'aurais pu trouver des excuses à bracadabrantes, mais en fait je me suis pas arrêté à ça. Bien sûr. Et le truc de dingue c'est que ça m'a nourri tellement qu'après, en fait, d'autres rencontres sont arrivées. Tu vois, au fur et à mesure, je rencontrais sur mon chemin des mecs qui avaient des studios, des mecs qui avaient un parcours, des mecs qui sortaient des titres à l'échelle nationale. Et là, je me suis dit, waouh. Et le plus gros concours qui a commencé vraiment à nous révéler, c'était le concours Label Mosaïque. D'accord, oui, le Crédit Agricole. De Crédit Agricole avec Universal. Ouais, ok, oui. Qui était national. Et chaque année, il y avait des éditions. Et c'était 1000 groupes. Ah, c'est énorme quand même, tu vois. C'est énorme. Et tout style confondu. Et là, j'avais plus mon collaborateur qui s'appelait Hotman. Cette fois-ci, j'avais un groupe rap R&B. Donc, c'est avec un mec qui s'appelait Pierre qui chantait R&B. Moi, j'étais toujours rappeur. Je me suis dit, ok, vas-y, on va le faire et tout. Franchement, on n'y croyait pas du tout. Parce que 1000 personnes tout en France. Peut-être 1000 groupes sur toute la France. C'est énorme. Ouais, c'est compliqué. On s'est dit, ça va. Tu sais, les premières excuses qu'on s'est données, je me rappelle à 19 ans, c'était de se dire, c'est à Paris qu'ils vont gagner. Parce que pour nous, les Parisiens, c'était incroyable. Exactement. Donc du coup, en fait, on le fait, on gagne. Et là, j'ai fait, waouh. Attends, on gagne ce concours. Tu sais, la confiance que ça te donne. Ah mais c'est clair. Et en plus, on gagne un concours où c'est qu'on enregistre un single avec le producteur de Sniper. Ah ouais. À Aubervilliers. C'est ce qu'on a fait. Donc on a rencontré Sniper et tout. Génial. Et c'était en plein boom de leur période. Et on gagne la première partie d'un artiste. Écoutez bien. Et la première partie de l'artiste, elle arrive tard. Il nous a offert ce cadeau au bout d'un an. Et le troisième cadeau, c'était qu'il nous imprimait 100 ou 1000 CD.
Donc en fait, ça sert à rien parce qu'en fait, puisqu'on n'avait pas de point de vente, ils étaient dans mon garage. Mais ça sert à rien. Universal et leurs dépenses. Inutile. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, au bout d'un an, on me dit voilà, c'est bon, on a trouvé la scène sur laquelle vous allez faire votre première partie d'un artiste connu. Et on dit super avec mon pote, super, on va faire un artiste qu'on adore. S'il faut, ça va être Sniper. S'il le faut. Putain, quand ils nous ont dit qui c'était, j'avais envie de vomir. C'était qui? Tragédie. Oh putain, oh merde. Je suis désolé si vous regardez ce podcast, Tragédie, si jamais vous tombez dessus, c'est pas contre vous. Non, mais sûr, Ouais, c'était commercial. C'est musical, ouais. Je supportais pas. commercial. Même j'aimais pas, ouais, voilà. Et en plus dans une boîte de nuit, même pas dans une salle de concert comme le Zénith. C'est pire que dans une boîte de nuit parce que le public ne t'attend pas. Les gens ils viennent tous les week-ends pour écouter la musique qu'ils aiment, donc ce qui veut dire que tu vas te faire défoncer, tu vois. Et en fait c'était à Orléans. D'accord. Et avec mon pote on s'est dit non on le fait pas. Franchement quelle honte et tout. Et après on s'est dit viens on le fait. Tu sais pourquoi? Parce que ça va nous faire travailler la scène. Bien sûr. Et puis on sait pas. Ouais, on y va. On y allait un peu avec la boule au ventre. On était dans la loge, on était dégoûtés. On fait notre live. Le producteur de Tragédie, Stan Courtois, qui est devenu un ami et qui est un de mes mentors dans la musique. Ok. Il vient vers moi et me dit ouais, vous avez un vrai truc. Donc du coup en fait on commence à travailler. Finalement Pierre et moi on s'entend pas sur ce qu'on doit travailler parce qu'il nous avait demandé de chanter tous les deux, mais lui il n'acceptait pas que je chante. C'est fort. Problème d'ego entre nous deux, mais c'est normal, on était jeunes, on savait pas gérer ce genre de situation. Fait. Moi j'ai dit je m'en fous, j'arrête le rap, je chante. Mais comme j'étais pas bon chanteur, et lui en fait c'est normal, il avait l'expérience. Donc il s'est dit non mais oui t'as l'oreille mais tu n'es pas chanteur. Et j'ai mis m'en fous, je vais apprendre. Et en fait Stan Courtois pendant un an je lui envoyais des maquettes tous les mois, jusqu'à ce qu'il me signe et qu'on signe directement chez Capitol Records qui était chez EMI à l'époque, géré par Benjamin Chouvanich. Donc c'est lui qui a fait Hosted Records, etc. D'accord. J'étais dans le même label que Diams, Roth et tout. Et pendant un an, ça a été, je travaillais à la mairie en tant que médiateur et en même temps, j'étais artiste dans ce label. Et pendant un an, pour moi, c'était fou parce que j'étais à la base à Montauban. Oui. Je connaissais comme pays le Maroc parce que c'est mon pays d'origine aussi, ou l'Espagne, mais je connaissais pas d'autres pays. Oui. Et d'un coup, on me dit, bon, ben tiens, et je me rappelle de ces dates, parce que c'était la première fois pour moi que je d'y aussi loin. Du 6 au 13 janvier, tu vas aller à New York pour faire une séance photo pour Von Dutch, qui sera ton sponsor. Et moi, je suis là, c'est un délire. Ouais, c'est délire. C'est un délire, tu sais, quand tu connais pas ça et que tu te dis 2 ans avant, sans cracher dessus, parce que pour moi, c'est hyper formateur. Tu as fait le label Mosaïque, ou, enfin, plus de 2 ans avant. 7 ans avant, tu as fait ça et tu as fait Tarn-et-Garonne, etc. Bien sûr. Waouh, c'est un truc de fou. Et la séance photo, elle a duré qu'une journée. Mais bon, ils te payent 7 jours parce que c'est comme ça. Les vols, tu peux pas, on va pas t'envoyer que pour 2 jours. C'est moins cher pour 7 jours. Et puis, ils te disent après, dans 4 mois, tu pars à Miami, tu vas faire un clip vidéo. Et ils t'envoient le budget, plus de 60 000 euros. D'accord. Une journée de tournage. Ah ouais. Et là, tu te dis, ouais, t'arrives, tu vois des équipes partout de vidéastes. Jay x 10, tu sais. Et ils sont tous là en train de monter pour toi. Ils avaient loué une caserne des pompiers. Non, mais un truc de dingue. Il se passe plein de trucs. Là, tu commences à passer en TV, sur M6 et tout, quelques diff fun radio, tout se passe. Et puis, au bout d'un an, on te rend ton contrat parce que ça marche pas. Ah, ok. Tu vois, l'ascenseur émotionnel Ouais, mais t'as quand même vécu des choses de fou. Mais tu vis des choses de malade, en fait. Et à chaque fois, c'est des choses que t'as pas prévues. Oui. Juste parce que tu as évité, comme on disait, d'être statique. Tu es en mouvement. Tu as comme un lac. Un lac, ça pourrit, c'est dégueulasse. Tu as des champignons partout. Mais quand tu es en mouvement, bah voilà, il se passe tout ce que tu imagines, des rivières, des fleuves qui se déversent dans des océans, des opportunités. C'est exactement ce qui arrive à toutes les personnes qui sont en mouvement. Et tu vois, quand tu as fait tout ça, tu aurais pu te dire, bah, c'est bon, j'ai fait mon rêve et puis c'est fini. Tu vois, j'avais 25, 26 ans. Et avec la mairie, j'avais arrêté mon contrat. D'accord. Enfin, c'est pas que j'avais arrêté, c'est que j'avais 3 ans. Ils m'ont proposé un CDI que j'ai refusé. D'accord. Parce que pour moi, c'était la musique. Oui. Pas autre chose. Le CDI ne me passionnait pas. Bien sûr. En plus, je vais pas te mentir, on m'a convoqué dans une pièce avec l'ancien directeur de la police municipale et Madame Barège. Et ils m'ont dit voilà, vous êtes un bon élément et on veut vous proposer un CDI, devenir policier municipal. Mon gars. Non, je passe mon tour. Ah ouais. Et je me souviens de la réponse parce qu'ils n'avaient pas apprécié ma réponse. Ouais. Et ouais, parce qu'elle était très humaine. J'aurais dit, je n'arrive pas à me projeter sur toutes les années qui arrivent, à me dire que tous les matins je vais me lever pour mettre des prunes à des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Ouais. C'était pas pour moi
un destin qui me plaisait. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, je suis Tu l'aurais fait si jamais tu n'avais peut-être pas eu ces opportunités-là. Non, mais pas. non, parce que mes valeurs, en fait, mes valeurs sont plus importantes que mes critères. Oui, d'accord. Tu vois, c'est comme quand les gens rencontrent, dans le couple, tu rencontres une femme ou une femme rencontre un homme. L'erreur d'aujourd'hui, c'est qu'on va les choisir par rapport à des critères. C'est la même chose. C'est-à-dire, tu vas dire, je veux un mec musclé, je veux un mec qui soit indépendant, ambitieux, Bien sûr. je veux un mec en fait qui soit attentionné. Écoute, calmez-vous, ça s'appelle une commande Amazon. Oui. Tu vois, ça n'existe pas. Par contre, si tu dis, je veux un mec en fait sur qui je peux compter, un mec qui sait communiquer, une personne avec qui je peux construire mes rêves, une personne avec qui aussi je peux être son socle, etc., etc. Là, c'est des valeurs que tu cherches. Et ben c'est pareil en fait dans le métier, c'est pareil dans le couple, c'est pareil dans n'importe quel domaine. Les valeurs en fait, elles priment tout le temps sur les critères, tout le temps. Donc à chaque fois, le fait d'avoir réagi avec ce code-là m'a apporté des opportunités. Les fois, je dis pas que j'ai pas fait l'erreur. Les fois où j'ai réagi d'abord par rapport à mes critères, je me suis pris un mur. Tôt ou tard, j'en ai souffert. Ouais, d'accord. D'accord. Et donc, justement, la suite après, avec. La suite, c'est l'ascenseur émotionnel. Ouais. Eh ben, tu passes en fait de Paris, parce que j'ai dormi pendant 8 mois et demi à Lieusaint, dans le 77, chez Stan Courtois. Donc je dormais chez lui, et on bossait chez lui. Il avait un studio comme ici, un home studio, etc. Et finalement, en fait, New York, Miami, plusieurs fois, d'ailleurs. Et après, tu reviens ici. Ça pique. Ça veut dire. Ah, ça fait mal. Surtout, en fait, l'entourage. C'est-à-dire qu'au début, comme les gens savaient, ils avaient vu le clip en télé, etc. C'est pas celui que tu connais, c'est un autre. J'avais plein de gens qui faisaient la musique ici, qui étaient bien meilleurs que moi, bien meilleurs chanteurs, qui avaient de meilleures chansons. Malheureusement, c'était le mindset qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à avancer. Parce que trop arrogant, trop insolent, trop je suis une star. Calmez-vous, on fait de la musique, on divertit les gens. On n'est pas en train de sauver l'humanité. Oui. Tu vois. Et en fait, ils me disaient quand ça marchait. Pour eux, ça marchait, parce qu'ils étaient encore là. Donc, quand ils voyaient le titre sur M6, pour eux, ça marchait. Pas pour moi, j'en vivais pas encore. Mais quand ils me disaient « Waouh, c'est super », et après, quand je suis revenu, franchement, j'ai vu les sourires narquois, les trucs makers, tu vois. Ah ben, te revoici parmi nous, tu vois. Ah, c'est pas grave. Tu vois, te prends pas la tête. Ah, mais c'est sûr, ça doit être dur, ça. Ah, c'est dur. Ça, c'est dur. Et j'ai pensé à arrêter. J'ai pensé à arrêter parce que c'est le premier ce qu'on disait, les scénarios catastrophiques. C'est les premiers, en fait, qu'on se fait. Me dire, ah, c'est bon, j'ai 25, 26 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mort. Dans ta tête, tu t'entends des excuses qui sont en train de te convaincre, mais qui t'appartiennent pas, du genre, faut avoir 18, 19 ans, Oui. que là, c'est mort et tout. Oui. Et en fait, pendant un an, je me cherchais. J'ai fait 1 an et demi, j'ai fait que des jobs de merde. Tu vois. Donc, j'ai choisi que des jobs, pas tous de merde, mais certains qui me permettaient de continuer ma musique, comme surveillant dans un collège, à Grisol, tu vois, et j'ai au collège Jean Lacaze. Et d'ailleurs, c'est pour moi le salaire minimum, c'est vraiment là où j'ai le moins gagné d'argent, mais là où j'ai le plus kiffé. Ah oui. Ah ouais, de ouf. Parce que tu es en connexion avec les autres. Tu sais que tu apportes à un gamin qui veut évoluer, tu sais qu'en fait, tu as une vraie transmission. Bien sûr. Et ça, j'ai kiffé. T'es pas à poule, t'es en train de mettre des paquets de gâteaux dans un carton. Non, mais c'est sûr. Tu vois, après, chacun sa mission de vie. Moi, c'est la mienne. Ben oui, c'est comme on dit, il n'y a pas son métier, chacun fait ce qu'il a envie de faire, mais il faut être aligné à ce qu'on aime. Aligné, voilà, après, Ce qu'on aime faire. si tu estimes que, il faut faire aussi ce que... Mais tu l'as dit juste avant, après, t'as pas le choix. Des fois, faut payer Ah, mais des fois, il y a le loyer. Ce qu'il apprend, sûr. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai fait l'usine, j'ai fait Tempélé, j'ai fait Poult, j'ai fait tout ça, tu vois. Et justement, c'est en faisant tout ça aussi que tu te rends compte Que je veux pas le que faire. tu ne veux pas le faire. Ou que je veux plus le faire. Que tu ne veux plus le faire, oui. Tu vois. Je suis d'accord avec Et là, pendant ces 1 an et demi, moi, je me suis dit, peut-être je vais faire un métier à part et tout. Je suis allé, ils recrutaient ici, ils avaient une cellule sur une des rues montalbanaises où ils recrutaient en fait pour devenir militaire. D'accord. Et je me suis dit, j'adore le sport, je suis passionné par le sport. Et recruter parachutiste, je me suis dit, waouh, ça va me faire kiffer. Je suis rentré et finalement, le mec. Moi, j'étais chaud pour y aller. Je dis, allez, je vais y aller. De toute façon, je n'ai pas envie d'avoir un boulot classique. Je veux un boulot où en fait, je cours, où je fais du sport tous les jours, etc. Oui. C'est cool s'il y a un truc que j'aime que je peux faire tous les jours. Et en fait, le mec m'a dit, écoutez, vous avez 26, 27. Est-ce que vous accepteriez qu'un gamin de 18 ans vous parle mal, vous insulte Parce que vous allez rentrer, vous allez être au niveau le plus bas. Oui. Ah, j'ai dit non, en fait. C'est pas possible. Le manque de respect, je pardonne pas. Elle m'a dit, ouais, c'est pas fait pour vous. Faut être docile. Oui, bien sûr. Tu vois, et c'est d'ailleurs pour ça que je choisis l'entrepreneuriat tout comme toi. C'est parce que je refuse l'autorité. Je n'ai pas envie de... Si toi, en fait, tu as envie de faire quelque chose avec un client, comme tu disais, s'il te casse les couilles,
parce que t'aimes pas comment il te parle, etc., tu te débarrasses de ce client. Si Jay, en fait, il est vidéaste qui est juste à la caméra, s'il fait ce job et qu'il bosse avec toi, c'est parce qu'il y a une relation égale, humainement. Tu n'es pas en train de le dominer, en train de lui dire mets les pieds plus vite, ceci. Calmez-vous, en fait. Tu vois, on fait ça pour payer les factures. Je fais pas ça pour devenir un valet, quoi. Oui, tout à fait. Donc, on a choisi ça. Et puis, pour revenir au sujet, il s'est passé c'est 1 an. J'ai continué à bosser la musique. D'accord. Et la première chose, en fait, qui a fait que ça a switché, c'est que je surmontais une peur, celle du regard des gens, c'est-à-dire de changer de style musical. Tout le monde me disait, mais ta musique, ça marchera pas, il faut faire autre chose, etc. Et en fait, un des premiers rappeurs avec qui j'ai rappé quand j'étais gamin, quand j'avais 16-17 ans, un des premiers avec qui j'avais eu un groupe, vient chez moi. Je l'avais pas vu depuis longtemps, et lui, il travaille chez Poult encore aujourd'hui, il travaille chez Poult encore. Ouais, t'imagines, ça fait des années, quoi. Ouais. Et il est venu me voir, Eric Legrand, et il me dit, mais ça marche plus ce que tu fais. Et je dis, mais moi, c'est ce que j'aime. Il me dit, non, ce qui marche, c'est ça. Et il me fait écouter Bob Sinclair. Tu sais, le premier carton de Bob Sinclair en France. Et là, j'écoute. Et je dis, mais ça, c'est de la merde. C'est facile, en fait. C'était mon jugement. Je passe plus pareil aujourd'hui. Oui. Mais c'était mon jugement Bien sûr. du mec qui écoutait NTM. Oui, Tu vois. bien sûr. Mais qui comprenait pas que tu pouvais aimer NTM et aimer Bob Sinclair et aimer d'autres styles musicaux qui n'ont rien à voir, Aznavour, etc. En fait, c'est pas incompatible. Mais pour moi, c'était comme ça parce qu'il y a le côté communautaire, tu sais, t'appartiens à une caste, le rap, etc. Donc en fait, tu t'identifies, mais en fait, c'est pareil que ce que je te disais à l'intro de cette vidéo, ou de ce podcast, c'est que faut voyager en fait pour justement s'ouvrir l'esprit. Et bien c'est pareil, j'ai voyagé musicalement pour comprendre qu'il y avait plusieurs possibilités. Et quand il me fait écouter ça, je dis mais c'est facile ça. Et il me dit ben si c'est facile, fais-le. Et là je fais Everybody Clap avec DJ Hassan. Et c'est grâce à ça que j'ai pu justement, C'est ça. et le truc c'est que j'aurais pu m'arrêter à ça. Mais je me suis pas arrêté à ça parce que à la base moi je suis passionné de rap. Et je voulais bosser dans le rap. Et finalement, je n'ai pas réussi dans le rap. C'est ça qui est dingue. En fait. C'est que, encore une fois, une projection, tu te dis que ça va être comme ça, et ça ne se passe pas comme tu penses. Ouais. Finalement, en fait, c'est cette opportunité qui était pour moi, pas celle dont je suis la plus fier artistiquement, parce que ça ne me représente pas ni textuellement, ni musicalement. D'accord. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit, je veux me tester sur un terrain que je ne connais pas. Tu vois, il y a des terrains que je préfère éviter pour me tester. Mais voilà, celui-ci, j'ai rien à perdre dans tous les cas. T'imagines que ça, moi j'en ai parlé à des gens là, que j'allais te faire un interview avec toi, et justement j'ai dit, mais c'est lui qui a fait ce morceau. Voilà, et j'ai écouté les morceaux, et les gens ils s'en souviennent, quoi. C'est ouf. Oh, c'est fou. Ouais, c'est complètement dingue. Et donc, du coup, je me dis, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces outils. Non, il y Le a... Red Swarm, c'était il y a combien de temps que tu as sorti ça? C'était en 2008. 2008, Ouais. ok. Et ce DJ Assad, comment tu l'as rencontré? Alors, juste, ouais, cette anecdote, elle est Ce mec, cette anecdote, elle est dingue. voilà. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce titre, à la base, j'avais gravé un CD avec 8 titres dessus. Sauf que sur le CD, j'ai marqué derrière que les 7 premiers titres. Les 7 premiers titres représentaient la musique que j'aimais, c'est-à-dire R&B dancehall. Okay, le 8e titre, c'était un titre afro-dance, on peut appeler ça comme ça. Et c'était Everybody Clap. Mais lorsque je l'ai gravé et qu'il fallait écrire sur le CD les titres, j'ai eu honte Ah ouais. de ce titre. Parce que D'accord. pour moi, ça me représentait pas. T'imagines? Et je dis, je le note pas à la fin. Tant pis, il est gravé, il y a 8 titres, mais je note que les 7 premiers. Fuck, je vais pas le faire. Donc, sans dire comment, pourquoi, etc., je me suis retrouvé donc avec Stan Courtois, le producteur de Tragédie, et je l'ai appelé, je dis, écoute, je vais te faire écouter. Elle me dit, ouais, il me dit, il n'y a pas de souci, fais écouter à tous les labels. Je dis, mais par contre, j'ai besoin de ton réseau. Est-ce que tu acceptes que j'écrive à toutes les maisons de disques, comme tu es quelqu'un qui a vendu plus de 4 millions de disques avec Tragédie? Est-ce que tu acceptes que je l'écrive et que je te mette en copie pour avoir un rendez-vous, pour faire écouter ma musique? Parce que sinon, ils ne vont pas m'accepter en maison de disque. Donc, parce que je connais personne en maison de disque. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça m'a apporté énormément parce que j'ai été clean avec lui. C'est l'intelligence relationnelle. J'ai été hyper clean avec lui. Ouais, t'as été perclus, et puis bon, t'es quand même tombé sur quelqu'un quand même qui avait des valeurs. Mais en fait, si Des tu as bonnes valeurs. très bonne valeur, et quand, en fait, dans ce métier, il y a tellement de gens qui arnaquent, autant du côté producteur que artiste. Parce que si les artistes arnaquent les producteurs, ça arrive très souvent.
Quand il a vu que j'étais clean, que je restais en contact avec lui, que je suis parti la tête haute, que j'ai été reconnaissant, ça y est. Oui, t'as. Il a vu que j'étais honnête en fait. Il m'a dit pas de problème, tu peux leur écrire de ma part et tu peux me mettre en copie comme ça ils verront que c'est vrai. Et je dis ok. J'ai eu tous les rendez-vous avec les maisons de disques, tous les labels Warner, Sony, Universal, tout le monde. J'arrive, tout le monde me dit que c'est de la merde, ça marchera jamais. Ah ouais? Tout le monde. Sérieux? Tout le monde. Et je me rappellerai toujours de ce mec qui travaillait chez Warner, qui m'a humilié et ça m'a beaucoup blessé. Je me suis retrouvé dans son bureau et tu sais à l'époque en fait, t'as le bureau comme ça, t'es de l'autre côté, t'es en train de faire écouter ta musique. Sauf que lui, pour la faire écouter, c'était pas comme maintenant, un MP3, etc. Il avait une chaîne hi-fi avec le CD, et c'était des meubles avec des vitres, tu sais, tout. Oui, ouais. Et t'avais la chaîne hi-fi à l'intérieur. Donc il met le truc, il ferme la vitre, et dans la vitre, je vois la projection de son écran. Il est en train de jouer au solitaire. Quel enfoiré celui-là. Et la considération qu'il t'apporte, tu vois. Le mec, il joue au solitaire, comme ça, pendant qu'il écoute ta musique. Et ça m'a saoulé, je me suis levé, j'ai ouvert ce truc, j'ai pris le CD. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien à foutre en fait. Tu manques de respect. M'en fous en fait. Maison de disque, pas maison de disque. Ouais, bien sûr. Je suis pas. Je te dis mes valeurs d'abord. Je vais pas me dire. Je déteste le pouvoir le pouvoir de l'homme sur un homme. Je déteste ça. Donc j'ai pris mon CD, je suis parti. J'appelle Stan, je dis putain, merci beaucoup pour le réseau, mais Ça marchera pas. ouais, c'est mort quoi. Tu vois, c'est mort. Franchement, je croyais que c'était mort. Puis après. Pareil, c'est toujours pareil, on a besoin de traverser cette période où c'est qu'on ne croit plus en soi pour recroire en soi. Je sais, il faut laisser cette douleur de traverser, cette colère. Il y a des gens, tu sais, souvent en dev perso, ils vont te dire non, tu sais, la colère, fais un câlin à un arbre. Écoute-moi, Moi, il faut que il faut laisser traverser. l'accepter. Ouais. Oui, exactement. Ouais. Mais moi, le truc de câlin à un arbre, ça marche pas parce que une fois, j'ai fait un câlin à un arbre, c'était un chêne, et je suis tombé sur des glands. Et du coup, j'ai dit, j'arrête les câlins aux arbres. et en fait, quand je suis revenu et tout, il y avait un événement au Macumba qui s'appelait les Festi Night, où toutes les patrons des plus grosses discothèques de France et aussi des programmateurs radio et également des DJ dans les grosses radios de France se retrouvaient à cet événement au Macumba de Bordeaux. Ouais, d'accord. Et celui qui tient cet événement, c'est le boss de Collectif Métissé. Ok. Et moi, je voulais aller à cet événement. Donc, je me dis, c'est l'occasion avec ce CD que j'avais gravé, en plusieurs exemplaires, de distribuer. Comme toi, tu as fait, tu vois, les commerçants. On avait saoulé les gens. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y avait un mec qui s'appelait DJ Mast. Oui, DJ Mast. Voilà, qui est Thomas, qui est un pote à moi, et avec qui on discutait, parce qu'on avait fait connaissance artistiquement à l'époque sur Skyblog. Tu vois. Ouais, d'accord. Ouais. Et après, on s'est appelé, il me dit, ouais, je vais à cet événement, je vais mixer et tout, mais il faut une invite. C'est que des invites, c'est pas payant l'entrée, c'est que des invites aux professionnels. Mais moi, je suis personne. Et oui. Et là, je me suis dit, waouh, truc de fou. Donc, sans dire comment je suis rentré et tout, parce que c'est un peu tordu. Donc, j'ai réussi à rentrer dans cet événement. Et dans cet événement, j'ai commencé à aller voir Thomas, DJ Mast. Et j'ai dit, écoute, je connais personne ici. Dis-moi qui est qui. Lui, il m'a dit, bah, lui, il fait ça, lui, il fait ça, lui, il fait ça. Ah, tiens, tu vois, lui, là-bas, c'est DJ Mast. C'est DJ Assad. Et il travaille chez Fun Radio, il a une grosse émission. Ah, je dis, ok, d'accord, ok. Donc, je distribue à tout le monde. Je vais voir DJ Assad, il était au bar. Je passe le CD. Il dit, ça va, la forme et tout. Et j'ai vu que tu avais une émission sur Alors que Sport et j'ai pas vu. C'est dur comment on me l'a dit, tu vois. Et j'ai entendu que tu avais une émission super et tout. Et tu vas mixer ce soir. Nanana. En fait, je me suis intéressé à lui parce qu'il faut pas quémander. Il faut jamais quémander. Il faut dire, ouais, au fait, tu veux écouter ma musique, ça marche pas. Donc, je suis allé d'abord m'intéresser à lui pour le pousser à poser la question. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Quand il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je fais la musique, ça. Faut pas dire, attends, j'ai un CD. Ça c'est trop travaillé. Ça, c'est flag. Il dit, ok, je lui dis, moi, je fais la musique, je fais ça, je suis artiste et tout, je fais des titres club. Comme je savais qu'il mixait la musique club, il fallait que j'utilise le mot club dans la phrase. Si j'avais dit des titres rap, il n'aurait pas dit, fais écouter. Et il me fait, ah, ok, t'as des choses à faire écouter? Bah ouais, j'ai mon sac là. Attends, tiens. Et il y a que, encore une fois, les 7 CD inscrits sur la pochette, mais il y en a 8 de gravés. Le 8e, c'est Everybody Clap, le succès en question. 2 semaines après, il m'appelle et il me dit, écoute, c'est quoi le 8e titre? Il n'est pas marqué sur le CD. Et je dis, pourquoi t'as écouté jusqu'au bout? J'avais honte. Je dis, pourquoi t'as écouté jusqu'au bout? Et tu sais, je dis qu'il y a écrit 7 titres, toi t'as écouté 8, t'es un ouf. La chanson cachée. Ouais, c'est la chanson cachée, ouais. Et elle me dit, mais t'es fou, tout fait que ça, c'est un tube. C'est celui-ci. Les autres, j'en veux pas. Mais moi, celui-ci, c'est un tube. Il me dit, je te propose un deal. Il me dit, je le rentre sur Fun Radio et on fait moitié-moitié.
et ça devient DJ Assad et Marja. Moi, j'avais déjà tout essayé. Je préfère prendre 50% de quelque chose que 100% de rien. Je suis d'accord avec toi, au bout d'un moment, Voilà. tant pis. Ouais, comme on dit, il vaut mieux être disque d'or que disque dur. C'est vrai. Et je me retrouve là, en fait, sur Fun Radio en 2 semaines. Ça, normalement, quand tu passes en radio, c'est par les maisons de disques. Oui. C'est le chemin classique. Et là, ou les attachés de presse. Et là, je me retrouve sans maison de disques, sans personne pour gérer mes droits, rien du tout, un accord verbal. Et mon téléphone sonne de tous les côtés. Toutes les maisons de disques qui m'avaient dit non. Oui, on veut un rendez-vous. Oui, mais rendez-vous. Non. J'ai dit non à tout le monde. C'était mon ego qui parlait. Ouais, c'est un ego qui parlait. J'ai dit non, je veux une maison de disques que j'ai pas pu démarcher. Et une maison de disques que j'avais pas pu démarcher, c'était Scorpio Music. Ok. Scorpio Music, qui aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, ont produit le titre succès numéro 1 mondial de Willy William, Mi Gente. Donc là, en fait, c'est eux aussi qui avaient à l'époque le catalogue de, comment on appelle ça, tu sais, le groupe de gays des années 80, avec des plumes et tout. Ah oui. Oui, MC. Ouais. Mais comment ça s'appelle le groupe Village People. Village People. Voilà. Mais c'était vrai. Ouais, c'est un gros catalogue. Ils se sont gavés de ouf. Ouf, vraiment. Et en fait, je me retrouve là et j'ai adoré parce que c'était un label indépendant, mais qui avait autant de pouvoir qu'une maison de disques, qui avait un très gros succès, mais qui avait un lien, encore une fois, à mes valeurs, c'est-à-dire le côté familial. Tu avais le père, le fils, tu discutais avec eux, c'était en mode pote. Quand je vais les voir à Paris, je les appelle tout le temps, je mange avec eux le midi. Ah oui. C'est encore aujourd'hui, même si je travaille plus avec eux. C'est des gens très humains. Anthony Bellolo, voilà, si tu regardes cette vidéo, tu es le meilleur directeur artistique de France. En tout cas, humainement, Ouais, d'accord. c'est le meilleur DA de France. Parce qu'il sait se connecter aux gens. Et son père, paix à son âme, c'est franchement, ici. ouais, c'est une légende. C'est une légende. Et donc, je me retrouve là, et là, le succès. Mais moi, dans ma tête, je voulais encore travailler dans le rap. Ça me faisait chier de travailler dans la dance. C'est sûr. Moi, j'ai pas envie de travailler avec des DJ en boîte. C'est déjà, quand j'allais en boîte, j'aimais pas ça. J'ai jamais été très boîte, etc. Et là, je me retrouve à faire des trucs avec DJ. Mais je pensais que c'était mort, parce que ça y est, j'avais dessiné. Finalement, tu sais, c'est ta réputation. Elle est difficile à faire, mais elle est facile à défaire. Donc, tu arrives, tu te dis, bon, les gens, ils vont te cataloguer dans ça. Mais finalement, ça va apporter des opportunités, encore une fois, que j'aurais pas cru. Celle de travailler avec Matthew Stone avec un titre en radio que j'ai produit pour lui, celle de bosser avec Jessie Matador, celle de faire le titre de la gagnante Whitney de The Voice 8, celle de bosser pour Booba, où c'est qu'avec lui j'ai eu un disque de diamant et un disque d'or avec un titre. Qu'est-ce que tu as fait avec lui, toi? Mais j'ai fait la musique. Mais j'aurais pas pu prévoir tout ça. Tout ça, ça a été grâce au succès. Mais bien sûr, parce que ça m'ouvre des réseaux. T'imagines quand même? Les réseaux. Quand j'ai vu les éditeurs qui plaçaient sur les titres, qui passaient sur les albums de Booba, bah, ils connaissaient mon passif. Donc ça m'a crédibilisé, ça m'a donné une certaine autorité, une preuve sociale. Mais c'est pas trop dur ça de se dire, tu vois, parce que ça fait longtemps que tu faisais de la musique, que tu t'acharnais, etc. Complètement. Et de dire que là, ça y est, il y a une validation et finalement, ça y est, tout le monde veut bosser avec toi. Moi, tu vois, ça me rend triste. Moi, je me sens artiste invisible. Oui. Parce que je me dis, mais attends, Mais pourquoi les gens ils font ça? j'ai pas une compétence et le jour où il y a quelqu'un qui va dire, ah putain, gars, il est bon en fait. Ouais, mais pourquoi? Toi, Là, je vais avoir du travail. Mais parce qu'ils ont envie d'être rassurés. Ouais, mais c'est fou. quand En fait, si tu veux, imagine si je vais voir un producteur ou un artiste pour qui j'aimerais composer, ok? Et je lui dis, écoute, Gaël, t'es artiste, connu, tu passes en radio, j'aimerais composer pour toi. J'ai rien fait. Donc là, il n'y a pas de preuve sociale, pas d'autorité. Bien sûr. Et je te dis, bah tiens, faudra que tu me donnes l'opportunité en studio de bosser avec toi. Il va te dire, qu'est-ce que tu as fait? Si tu vas me faire confiance, c'est parce que déjà, je t'aurais montré à travers mon propre travail. Tu as fait ton travail avant. Oui, mais tu auras vu mon travail. Oui, Et le fait, en fait, que tu aies vu mon travail, tu auras vu qu'en fait, je sais me professionnaliser. bien sûr. Mais c'est pour ça, en fait, qu'il ne faut pas cracher sur le fait de décrire sa propre destinée au lieu d'attendre que l'opportunité elle soit directe sur un plateau. Ah, mais Et les gens, ils vont venir vers les gens qui déjà prouvent. bien sûr. Ils vont pas venir vers les gens, en fait, qui font juste parler de leurs idées. Une idée appartient à tout le monde. La chance, je suis d'accord avec toi. Tu vois, donc en fait, Je suis d'accord avec toi. c'est pour ça, en fait, que les gens, ils vont toujours venir. Bien évidemment que ça fout les boules pour les artistes. Je connais des artistes sur Instagram. Franchement, c'est des tueurs. Ouais. Et le mec, Ils n'ont pas d'opportunité. Ouais, ils ont pas Ils sont bien meilleurs que ce qu'on entend en radio. Ah ouais. Et ça doit être dur pour un artiste, je trouve. Comme Oui, c'est frustrant, mais c'est leur Bah, à la responsabilité fois, je de peux travailler pas- leur visibilité, d'aussi de comprendre en fait que tu as le choix. Tu choisis ton excuse, tu choisis ta difficulté. Soit tu as la difficulté, dans ta difficulté, tu dis, je préfère la difficulté d'essayer d'avancer, mettre des actions, etc. Puis après, adviendra ce qu'il adviendra, ok? Comme dit Nelson Mandela, soit en fait je gagne, soit j'apprends. C'est ça. Soit tu prends la difficulté, tu choisis la difficulté de dire, bah écoute,
ça me fout les boules, c'est toujours les mêmes qui réussissent, c'est à cause d'eux, c'est un milieu sclérosé, c'est opaque, personne ne veut me donner ma chance, et tu te plains. Quelle difficulté tu choisis? Celle de te plaindre ou celle de mettre des actions en place, peu importe le résultat? C'est des actions. Celui qui fait rien, il a échoué 100 fois. Ouais, il faut avancer, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça en fait que je me dis que c'est tout à fait normal. Quand aujourd'hui on regarde toutes les IA qui sont à notre disponibilité, mais il y a plein de projets qu'on peut déjà créer pour créer de la preuve sociale et de l'autorité. Bien sûr. Donc c'est à nous en fait de convaincre. C'est ça, c'est comme je disais, on prend le chemin maintenant. C'est l'offre et la demande. Voilà. Donc comment tu te différencies par rapport aux autres? Et bien justement, en faisant des choses que les autres ne font pas. Voilà. Simplement. Tu as la réponse parce que tu le fais pour toi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc il s'est passé tout ça avec des prix dont je t'ai parlé, même je t'ai pas tout parlé, mais il s'est passé jusqu'à bosser avec Akon, avec Rita Ora. Avec Akon. Toi, J'ai fait un duo avec lui en clip et tout. Donc, ouais. on a signé dans 17 pays. Je me rappelle encore de cette fille qui faisait des tournées qui est de Montauban, qui faisait je crois que tu l'as interviewée, je crois. Elle faisait des tournées en Chine. Elle a eu après un cancer, elle était revenue à cause d'un cancer de la glande. Et en fait, elle est revenue ici. Et j'ai fait que sa connaissance parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chanteurs ici. À chaque fois, on me disait dès qu'il y avait un chanteur, on me l'envoyait parce que j'avais un studio rue de la Comédie avant, l'enregistrement. Et en fait, elle m'a dit, mais tu sais que je savais ce que tu faisais? J'ai dit, comment? Elle me dit, parce que quand j'étais en Chine, je voyais tes clips à la télé. Je dis, ouais, c'est un truc de ouf. Avec Akon. Ah ouais. Parce que ça m'avait permis de m'ouvrir à l'international. Bien sûr. Et après, j'ai fait le titre pour Rita Ora. Donc ça m'a ouvert des opportunités. C'est quoi? T'as des royalties sur les marques, et après, tu arrives à gagner ta vie quand même avec ça? Ah, bien sûr. En fait, déjà, par exemple, là où c'est le plus Les droits intéressant. d'auteur. Oui, les droits d'auteur, ça c'est fait. Tout ce qui est propriété intellectuelle, c'est la SACEM. Ouais. Les royautés. Et là, toi, tu es à la SACEM, Voilà. tu es intermittent de spectacle. Non. Alors ça, c'est intermittent de spectacle, c'est autre chose. D'accord. Ça, c'est avec le Pôle emploi, c'est autre chose. Ok, d'accord. Donc moi, je suis pas intermittent de spectacle. Toi, Non. tu es juste à la SACEM pour Non. protéger tes titres. Exactement. En plus, tu ne peux pas. Je crois qu'il y a un truc, tu peux pas être intermittent de spectacle si déjà tu es gérant d'une entreprise. Tu vois, donc tu peux pas. Ou bien si, par exemple, tes revenus autre que l'intermittence dépassent l'intermittence. C'est pour ça que c'est un chômage quelque part. D'accord. Tu vois. Et donc la propriété intellectuelle, c'est la SACEM. Ils me rémunèrent par rapport au titre que j'ai fait et aux diffusions. Il faut qu'il y ait un minimum de succès. Et ensuite, à côté, je continue à être prestataire pour un producteur qui s'appelle Damon Sharp, qui habite à Los Angeles, parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours à Los Angeles qui m'ont permis de faire un réseau grâce à des éditeurs français. D'accord. Et lui, en fait, Damon Sharp, c'est lui qui a écrit la chanson de Jennifer Lopez à l'époque, Love Don't Cost a Thing, qui est un succès de malade. Il a écrit Pink Champagne d'Ariana Grande. Il a participé à la BO du film Chicago avec Richard Gere. Tu vas chez lui, bon voilà. T'es Grammy Award partout. C'est notre très gros producteur. En dessous, t'as l'ingé son, c'est l'ingé son de The Weeknd. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, je suis dans un autre monde. Et quand je suis arrivé chez lui, tu vois le et j'ai flippé. Et je suis allé au culot parce qu'il y avait un éditeur, il m'a dit t'es sûr qu'on va la rencontrer? Je dis ouais, je veux la rencontrer, je veux lui faire écouter ce que je fais parce que je fais de tout. Je fais de l'afro, de la pop, de l'électro. Je fais de tout. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'adaptes. En fait, je me suis ouvert tellement musicalement que j'aime tous les styles musicaux. J'arrive plus à écouter un seul style, chose que je faisais gamin. Et je me retrouvais avec lui en studio. Donc, il est là, il ne me prend pas au sérieux, tu vois. Il parle super vite, américain, quoi. Oui. Il parle super vite et moi, je le comprends, mais quand tu parles trop vite, t'as envie d'être sur WhatsApp et faire x05. Ouais, grave. Et là, c'est chaud. Et en fait, il me dit, ils sont speed, les Américains. Le temps, c'est de l'argent. Alors, fais écouter ce que tu fais. Et là, j'ai eu l'instinct de lui dire, non, fais écouter d'abord toi ce que tu fais. Je me suis dit, grâce à ce qu'il va me faire écouter, je vais pouvoir me caler. S'il me fait écouter de ce niveau-là, je vais me faire écouter là. S'il me fait écouter, je vais écouter. Tu vois, c'est une question en fait de stratégie. Et finalement, ces mecs-là, ils cherchent quand même toujours à avoir des mecs, des pépites, quoi. Bien sûr. Et puis nous, on est moins cher que les autres. On est en France. C'est pas les mêmes tarifs. Tu vois. Et donc du coup, quand je le vois, il me fait écouter. Je dis ouais, c'est pas mal et tout. Je savais que j'allais lui mettre une claque. Ouais. Je savais que j'allais mettre une claque. Je lui dis bon, tiens, je te fais écouter. Et je me mets comme ça, mon ordi, je le branche sur sa carte son. Je mets lecture et tout. Et je vois sa tête. Elle change de couleur. Et il fait ah. Après, je l'amène dans un autre style. Après, dans un autre style, parce que souvent là-bas, ils ont des styles uniques. D'accord. C'est soit rap, soit pop. Et voilà, je lui fais écouter l'électro, de l'afro, du reggaeton, de la pop, enfin de tout. Et là, il fait ok, on va bosser ensemble. Et là, je bosse avec lui depuis 5 ans.
Tu vois, donc, Bien. et c'est intéressant parce que certes, tu as ça, avec la propriété intellectuelle, mais tu as aussi en fait ta prestation de service. En France, ils payent très mal la prestation de service. Ton temps pour produire un titre, c'est très très mal payé. Ça, en France. Tu vois, par exemple, quand j'ai fait le titre de Booba qui s'appelait Ceinturion, Ouais, ils m'ont donné que 1500 €. d'accord. Ok. C'est Booba, merde. Tu vois, C'est sûr. tu vois le titre, il a fait 10 millions de streams. Rien que celui-ci, et 10 millions de streams, sachant que c'est à peu près 3500, 4000 € le million de streams D'accord. sur Spotify, même si tu enlèves les 15% qui appartiennent en propriété intellectuelle aux éditeurs, auteurs, compositeurs confondus, il se gabe le label. Ah oui, bien sûr. Tu vois, ça paye pas des masses. Ouais, bien sûr. Par contre, lui, et c'est pour des influenceurs qui ont quand même 3-4 millions d'abonnés, parce que là-bas c'est tout à fait normal, hein, c'est pas comme pour nous. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est vrai, c'est un autre monde. Il me dit, tiens, tu peux me faire une musique dans un truc pop, c'est pour tel artiste, pas connu, ok, boum, 2000 balles, 5000 balles, 2000 balles. Et ça me prend 2 jours à faire. Ce qui veut dire qu'en une semaine, je peux faire mon salaire mensuel. Et je suis quelqu'un de passionné, mais qui a pour but d'avoir le plus de temps possible pour moi, pour mon fils. Ouais, t'es arrivé à ce stade-là aussi. Et je veux ça, en fait. Bien sûr. Je veux aller au basket. Tu vois, je me suis inscrit en club pour la première fois cette année. Je veux jouer au basket, faire des compètes. Je veux faire de la muscu à côté, faire du renfo. Je veux faire des activités avec mon fils, faire du laser game. Je veux du temps. On a à peu près le même âge. Oui. Ouais, t'as pas le droit. Moi, je vais avoir 45 ans le 17 août. Ah non, Donc, dans 8 mois, je vais avoir 45 ans. Ouais. Donc, je comprends tout à fait cette envie. Moi, aujourd'hui, c'est pareil. Mon but, c'est de gagner ma vie. Et mon but, c'est de gagner du temps. Le temps. En fait, c'est trop précieux pour moi. C'est pour ça que je choisis ce boulot, parce que l'entrepreneuriat, ce qui me plaît, contrairement au salariat, et on est 3 dans cette pièce à le savoir, c'est qu'on te paye par rapport à ta valeur, par rapport à ton expertise. On ne te paye pas par rapport à ton temps. 1 heure, c'est 10 balles. Ça. Moi, quand on me dit 10 balles, je comprends en fait qu'il y a des foyers qui trouvent ça difficile, etc. Et si je ne veux pas vexer toutes les personnes qui regarderont ce podcast et qui pensent que je dis ça en dénigrant ça, le salariat, pas du tout. Je dis juste que j'ai connu les deux et que pour moi, ça me paraît insupportable de prendre mon temps 1 heure pour 10 balles. C'est tout. Bien sûr. Je trouve ça insupportable. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai expérimenté C'est ça. l'autre côté et j'ai vu ce qu'il était possible de faire et j'encourage tout le monde à pouvoir le faire. Il ne faut pas le faire. Moi, je l'ai fait de façon très bête, je l'avoue, aller sur le parcours, parce que je suis un autodidacte. Donc, les autodidactes sont pleins d'erreurs. Oui, hein. Mais ce sont les meilleures leçons. C'est mieux. Et le truc, c'est que souvent, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on se lance de suite. Non. Si tu as un salaire, garde ton salaire. Bien sûr. Fais l'entrepreneuriat. Et quand l'entrepreneuriat dépasse Le salaire. régulièrement, Ouais. pas une fois, Oui. régulièrement tes salaires, choisis. Mais avant, fais pas le fou. Parce que moi, j'ai fait le fou, j'ai eu des dents cassées. Et moi, je vois, j'ai commencé, j'avais 22 ans et j'ai envie de te dire heureusement. Parce que Oui. 2 ans, j'ai été pendant 6 ans, j'ai vécu. Personne n'aurait été capable d'avoir cette vie. Oui, mais à 22 ans, t'as pas d'enfant, t'as des enfants? Non. Voilà, mais aujourd'hui, oui, j'ai un enfant. Non, à 22 ans, non. Mais déjà, t'as pas d'enfant. Ouais, t'as tes parents. Ouais, Dans tous les cas, t'auras un domicile. c'est ça. Et- Aujourd'hui, dès ce qu'on a à perdre, c'est énorme. Ah oui, bien sûr. Tu peux pas risquer la vie de tes enfants, Non, bien sûr. qu'ils aient plus de toi. Bien sûr. Donc, franchement, moi, je trouve que le chemin qu'on a, toi et moi, et parce qu'on s'est connus justement grâce à une personne qui est dans la musique avec qui je travaillais à l'époque, qui s'appelait Greg Paris. C'est comme ça qu'on s'est connus, qui lui aussi a eu son succès, sa période de succès. Tu vois, on avait même coproduit ensemble son premier succès, qui s'appelait Why Don't We Just Fuck, dont j'étais producteur, mais pas producteur musical, mais producteur sur le papier, Sur en le tant papier, que quoi. producteur comme label. Ouais, ok. Et tu vois bien que dans notre parcours, ça n'a jamais été plat. Bien sûr. Ça n'existe pas en fait. Bien sûr. Tu vois, c'est vallonné. Ouais, tout à fait. Et ce que je regrette pas, c'est que avec le temps, s'il y a bien une leçon en fait, en tout cas une phrase qui m'accompagne encore aujourd'hui, et je vais essayer de bien la formuler parce que parfois de la formuler trop rapidement, je peux me tromper parce que il y a une nuance. C'est un ami qui m'a dit ça, qui me disait mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. On a tout dit. Ouais, c'est pas grave. Après, le reste, ça nous appartient pas. Le reste, c'est des leçons et c'est à nous de les apprendre et d'apprendre de soi. Parce que c'est là qu'on comprend comment on réagit face à l'échec. C'est là qu'on comprend aussi comment on réagit face au succès. Parce qu'il y a des gens qui pètent les plombs. Ah oui, Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais pété Je sais les que plombs. quand je gagnais bien ma vie, mais pendant longtemps, je gagnais pas bien ma vie. Et quand tu passes à gagner bien ta vie, j'ai eu ce côté où l'argent m'a un peu brûlé des mains. C'est-à-dire Ça que arrive. c'est parce que j'avais jamais connu ça. Ben, et déjà, tu as eu le manque. Ouais.
Tu as dit. Donc il y a eu une période où au début, hein, après j'ai compris, j'ai compris. Mais au début j'ai fait n'importe quoi avec l'argent. Mais c'est pareil, je me dis bon mais j'ai appris. Non, mais c'est pareil. Maintenant je réfléchis trop, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est plus pareil. Quoi. Ça n'a rien à voir par rapport à ça. On évolue, on change, on essaye d'apprendre de ses erreurs surtout. Complètement. Et même des fois je me dis putain mais je gagne autant ma vie, qu'est-ce que j'en ai fait ça. Moi j'en ai profité. Hein. Non, mais je comprends Voilà. complètement. Hein. Mais des fois je me demande mais qu'est-ce que t'allais acheter ça, tu vois, c'était vraiment, t'es dans la consommation quoi. Voilà, j'étais dans la consommation. Maintenant je vois les choses différemment. Non pas parce que je gagne moins bien ma vie, je gagne moins bien ma vie qu'à l'époque, bien sûr, parce que le temps est différent. Et surtout, la concurrence. Bon, avant, on était 3. Bien sûr. Maintenant, on est 25. Non, c'est sûr, c'est complètement différent. C'est plus pareil. Et puis maintenant, l'IA, tout ça. Redistribue de l'écart et tout. Ouais. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, tu as un gros parcours, t'as un gros parcours dans la musique. Un gros parcours entrepreneurial. Et j'ai un parcours, mais après un gros parcours, je connais des gens qui ont un très gros parcours, mais moi j'estime qu'à mon niveau, Oui. j'ai un parcours. Oui, et quand je dis gros parcours, c'est encore une fois, c'est parce que... C'est que je ne veux pas manquer d'humilité par rapport à ceux que je connais qui ont un parcours énorme. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, comme pour moi, je parle de gros parcours, c'est... mais voilà, tu y es depuis longtemps, Oui, c'est vrai. t'as pas lâché, Non. et on sent bien qu'effectivement, malgré tout, pour en arriver où tu en es aujourd'hui, moi j'en suis conscient. T'as dépassé par des hauts et des bas. Sûr. Et c'est jamais fini, parce que s'il faut, ça peut arriver encore demain et après-demain, parce que je veux que ça continue. Mais oui, moi, s'il faut, je te le souhaite. Mais la vie, c'est ça. Hein. Regarde, le Covid, on ne l'avait pas prévu. Hein. Non. C'est arrivé, ça nous a Bien sûr. pris de court. Et à partir de demain, les choses ont changé aussi dans notre tête. Donc moi, je tenais déjà à te féliciter pour ton Merci. parcours, parce que moi, je suis un passionné, tu es un passionné. Complètement. Je peux que te dire félicitations pour ce que tu as fait. Merci. Et puis surtout dans les moments difficiles. Parce que c'est là, en fait, où c'est dur. Bien sûr. Dans les moments difficiles, on manque d'espoir, des fois. Alors, tu sais, au basket, quand on joue, qu'on fait des entraînements, très vite, on s'épuise dès le début de l'entraînement. Et c'est volontaire. L'entraîneur, il va nous épuiser physiquement, acide lactique, etc. Pour justement qu'à la fin, lorsqu'on va commencer à faire des matchs entre nous pour nous éprouver, on soit déjà en difficulté. Ouais, Parce que justement, ce que tu dis, c'est la difficulté. C'est dans la difficulté que tu progresses. tu progresses. Ouais. C'est pas en fait quand tu es en forme et que tout est facile. C'est quand en fait tu commences à avoir tes facultés qui sont les plus basses, que là, ça te pousse à chercher des ressources qui pour toi aujourd'hui étaient encore inconnues. Bien sûr, bien sûr. C'est à partir de là que tu progresses. Moi, j'ai une image qui m'aide bien. Tu sais, quand tu plonges, tu vas dans une piscine, tu touches le fond, cette image-là, Ouais. toucher le fond avec les pieds, et qu'après, avec les pieds, tu appuies pour remonter. Bien sûr. Mais c'est ça, en fait. Tu peux que remonter de toute façon quand tu C'est touches. ça, la vie. T'as pas d'autre choix. Voilà. La vie, c'est ça. C'est savoir appuyer à un moment donné pour te redonner l'impulsion quand t'es arrière. Donc l'objectif, c'est de ne pas rester trop longtemps quand même au fond. Ah non, Parce que la réalité, c'est que c'est ce qui peut arriver. Ah oui, bien sûr. Et les gens, quand ils restent trop longtemps en apnée, après, ils s'oublient. Ouais. Et le temps passe très vite. Ouais. Après, nous, on a développé des choses, ça fait longtemps. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je pense qu'on a appris à développer Oui, c'est sûr, mais des façons de faire. on n'est pas à l'abri en fait d'un coup dur, on n'est pas à l'abri en fait d'en souffrir, on n'est pas à l'abri. Bien sûr. On a déjà vécu des dépressions. Je veux dire, notre santé mentale, elle est aussi fragile que n'importe qui. C'est juste que quand tu expérimentes plein de choses dans ta vie, c'est comme si en fait tu découvrais que tu n'avais pas qu'une seule option. Celle que en fait la vie peut te donner au début avec l'éducation nationale ou avec le conseiller d'orientation qui te dit t'es pas assez intelligent, faut que tu partes en technologie. C'est ça. Tu vois, mais en fait non. En fait, en essayant plein de choses, le chemin entrepreneurial, le chemin en fait salarial, le fait de après attention, ça peut convenir aux gens le chemin salarial, c'est très bien. Bien sûr. Si t'aimes ce que tu fais, moi j'ai un pote à moi, il est développeur web pour une boîte chez Atos Ouais. à Toulouse. Bien, ouais. Et il est très content Bien sûr. parce que ça lui passionne ce qu'il fait. Bien sûr. Le but en fait, c'est de te dire est-ce que je me lève tous les matins et je me dis je vais faire ce que j'aime. Est-ce que j'ai vraiment envie de sortir du lit le matin pour faire ce que j'aime? Par contre, si tu te lèves le matin pour faire... Ouais.
Ça va être dur. Ah putain, c'est relou encore. Putain, j'ai pas assez dormi. Là, refaire quoi aujourd'hui? À me prendre la tête Ginette parce que j'ai pas imprimé tel T'as le document. boule au ventre. On va... Ouais, écoute, Non, c'est pas l'objectif en fait. L'objectif, c'est de se lever et de se dire, putain, je suis content en fait de ce que je veux faire aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Tu vois, et de se dire, ok, peu importe en fait, même si je touche 1005, je suis content. C'est pas une question de revenus. C'est une question, est-ce que tu te lèves avec une vraie mission, tu vois, et pas avec en fait l'objectif juste de payer les factures. C'est pas un objectif de payer les factures. Non, c'est pas un objectif. Je suis d'accord. C'est pour ça en fait que tout ça, ça a redistribué les cartes quand tu vis le chemin entrepreneurial, parce que tu sais ce que t'aimes et ce que t'aimes plus. Tu sais ce que tu veux plus. Tu peux en fait comprendre en fait que les opportunités, même quand elles n'existent pas, elles vont être créées avec le temps. Bien sûr. Mais ça, tu peux pas le comprendre en fait quand tu fais la même chose tous les jours et que tu es formaté dans un chemin sociétal. C'est pas possible. Bien sûr, c'est pas possible. Après, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à toutes les personnes, parce que tout le monde n'en a pas eu soit l'opportunité, soit en fait ne s'est pas autorisé à le faire. Oui, il y a un principe d'autorisation où c'est que très peu de gens s'autorisent à faire. À quelque chose qu'ils aiment, parce que le regard des gens, parce que la peur d'être jugé, parce que la peur d'échouer, la peur en fait de voir l'échec comme quelque chose, comme une fin en soi. Mais c'est pas grave en fait. Tu vois, c'est franchement, moi je te dis la vérité, mes échecs ont été plus inspirants pour mon entourage que mes succès. Mais bien sûr. Ouais, mais c'est sûr. On apprend plus. On le dit, on apprend plus de ses échecs que de ses succès. Même si on apprend quand même de ses succès, quand ça marche. On apprend quand ça marche. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que forcément, quand tu es dans le négatif, quand ça marche pas, tu es obligé de te poser des questions. Quoi. Complètement. Donc, de dire pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, Toufik, merci. Merci à toi pour cet entretien. C'était super. On aurait pu effectivement rester encore 2 heures de plus. Déjà que la dernière fois, on avait parlé pas mal sur la place et en fait, on a tellement de choses à se dire. Et Jay, il a dit tout à l'heure, ça pourrait durer encore des plombs. Ça pourrait encore durer des heures. Mais en tout cas, merci pour cet échange parce qu'effectivement, ça va être. C'est bien pour on va dire, mes abonnés aussi. Ouais, et tu sais qu'en plus, je ne me montre pas beaucoup sur les réseaux montalbanais. Ouais. Très très peu. Bon, même si moi, ça part pas. Bon, aujourd'hui, mon magazine, il faut savoir que voilà, le magazine Cédémentiel aujourd'hui, il est mondial. D'accord. Moi, je fais 800 000 visiteurs sur mon site internet par an, sans pub. Ok. Avec rien qu'avec du SEO, parce que ça fait 14 ans que j'écris des articles tous les jours. Et même dans le podcast. Et même dans le podcast, c'est ma chaîne YouTube qui, on va dire, qui draine plus. J'ai plus de gens. Mais tu communiques dessus sur ton. Je communique sur mes réseaux, mais moi aujourd'hui, il faut savoir que je travaille avec peu de gens sur Montauban, où j'ai plus trop de clients en fait. Okay. Aujourd'hui, mais la plupart de mes clients sont à l'extérieur. Ok. Et j'ai eu du mal à accepter ça, parce que je suis montalbanais, et j'aurais aimé travailler avec des gens de Montauban, mais je m'entends pas forcément avec. J'ai pas la même vision. Et aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des gens qui ont la même vision que moi. Okay. Et ces gens-là, ils sont pas ici. Voilà. Ils sont à Aix-en-Provence, ils sont en région PACA, ils sont sur Bordeaux, ils sont sur Paris. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Voilà. Le monde est plus grand. Hein? J'ai une bonne nouvelle pour toi, le monde est plus grand. Oui, tout à fait. Donc, tu vois, encore une fois. Non, mais après, voilà, c'est pas. J'aime ma ville, Montauban, j'aime y vivre, j'aime y être pour ma famille, tu vois, voilà. Mais après, pour le business, j'ai compris qu'en fait, mon business avait évolué et qu'aujourd'hui, alors s'il y a quelqu'un qui veut travailler avec moi en Montauban, bien sûr que je travaillerai avec lui, mais il a évolué mon business. Voilà, on ne travaille plus pareil. Merci. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast en 2025. À bientôt. Merci encore. Merci à toi et merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo.